Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, le Cameroun s'apprête à organiser sa deuxième élection présidentielle depuis le début de la crise anglophone. Depuis fin 2016, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont en proie à un violent conflit marqué par des attaques répétées, des enlèvements contre rançon, ainsi que l'assassinat de représentants de l'autorité, de civils et de militaires. Des événements qui ont gravement perturbé le scrutin du 7 octobre 2018, se traduisant par le taux de participation le plus faible du pays dans ces deux régions. Et depuis le début du conflit, plus d'1,1 million personnes ont fui la zone anglophone. Les villes mortes se poursuivent et les tueries s'enchaînent. Malgré la tenue du grand dialogue national, les concertations et l'arrestation ou la neutralisation de certains séparatistes, la crise persiste face au risque accru de violence électorale. Quelle stratégie adopter pour éviter une nouvelle abstention massive? Comment intégrer effectivement le NOZO dans le processus électoral présidentiel? Enfin, quelles mesures structurelles pourraient mettre fin au conflit armé et engager une paix durable? Les avis de nos invités à suivre en deuxième partie d'émission, mais avant, place au journal. Ouverture de camions de marchandises et un semi-remorque transportant du ciment se sont renversés sur la chaussée dégradée du carrefour Sapeur ce lundi 11 août. L'accident s'est produit aux aurores, paralysant la circulation et contraignant les passagers à s'acquitter du double tarif pour rejoindre le rond-point. Un énième accident causé par l'état de dégradation avancée de la route de la pénétrante ouest, située dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Le reportage de Julien Atada et Jires Azangué. Cet accident est tout simplement symptomatique de l'état de la voirie urbaine. Aux environs de 3h30, 2 camions de marchandises et un semi-remorque rempli de ciment ont dérapé sur une portion de route criblée de nids de poules et de cratères. La remorque du ciment s'est presque scindée en deux, projetant sacs, caisses de denrées et flaques de carburant sur plusieurs mètres. L'incident a eu lieu à 3h30 que ce camion s'est renversé parce que le chauffeur évitait de passer à cause de la police. Quand tu passes au sens interdit, il faut donner 5 000 aux policiers pour que tu passes. Ils ont fait gâter les routes pour que la police doit cultiver son argent. Privés de toute voie de secours, les automobilistes ont été contraints de circuler en sens inverse pour contourner l'épave. Résultat, un embouteillage de plusieurs centaines de mètres s'est créé du lieu-dit route de Sapeur au rond-point. It is almost about 4 hours now that I'm here because I have a breakdown in my camion because of a bad road. That's how you can see. That's the road that you can see. First of all, the other truck has an accident there, and while passing, I also had my own because of the bad road. On souffre, c'est de trop, s'il vous plaît, gouvernement, aidez-nous, c'est de trop. On fait 3 heures de temps pour traverser le pont, c'est de trop. Regardez l'état de la route, vous voyez les camions, dans ces conditions, vous voyez comment vivre comment. Qu'est-ce qu'il faut pour changer? On nous empêche le changement, il faut le changement. Le premier bilan pour les accidentés est désolant. Il y a le camion qui est endommagé. Il y a beaucoup de choses. Il y a même le motoboy qui est blessé. Il y a la marchandise même qui est dédommagée. Les clients ne peuvent même pas vendre ça dans des bons prix. C'est les dépenses de tous côtés. On a perdu. La situation du carrefour de Sapeur, tout comme celle de carrefour Muzik, toujours dans le 4e arrondissement, ont paralysé la mobilité sur la pénétrante ouest de la ville de Douala, mettant à nu le retard criard du Cameroun dans le développement et l'entretien des voies de communication, dont la route reste le cœur névralgique. Sur la pénétrante Est, notamment sur la route Douala-Edea, précisément à Yassa, l'état de dégradation de cet axe entraîne en ce moment des embouteillages sur de longues distances et contraint les véhicules à faire 3 voire 4 heures de temps pour parcourir un tronçon de moins d'1 kilomètre. Nid de poule, chantier abandonné, embouteillage monstre, les automobilistes explosent de colère. Le reportage d'Olivier Fotso et Fondre des Marquez.
Traffic congestion on the 9-kilometer stretch of road at the east entrance to Douala has worsened recently. The worn-out and hazardous nature of National Road Number 3 are the main causes of the traffic, according to drivers. La situation qui prévaut depuis un temps sur cette route émane du mauvais état de route, et ce qui empire encore ces derniers temps, c'est des travaux d'aménagement de cette pénétrante est qui sont abandonnés, et les gens pataugent dans la boue comme des petits cochons. C'est du n'importe quoi. On fait des travaux et sans respecter des règles de sécurité, et voilà les conséquences. When driving from Douala to Yaoundé before crossing the Dibamba Bridge, the lane reduction due to ongoing construction makes passage narrow and circulation difficult. Bon, au niveau de la société des Chinois, là-bas, il y a un camion qui est tombé en panne en route. Nous sommes dépanner. Mais ce n'est pas ça qui cause le problème, c'est le carrefour aussi et l'entrée ici après le pont. Parce que deux voitures ne peuvent pas passer simplement, donc ça qui cause tellement des embouteillages ici. Tout à fait normal, je ne peux même plus aller et rentrer. Si j'arrive peut-être à 17h15, un peu plus, je vais rentrer. The situation is similar just after the Dibamba Bridge, where even using large stones to fill the muddy road hasn't improved the situation. Il y a un endroit ici après la Total, il y a un boubier là après la Total, et il y a encore une deuxième boubier après le pont de Dibamba. Oui. Donc ils ont creusé, au lieu de nous fermer le trou pour nous permettre de passer, ils ont abandonné, où le chantier s'est arrêté, on ne comprend plus rien là. Que la route est totalement dégradée. Il n'y a même plus moyen de circuler. C'est-à-dire le véhicule fait 1 heure de temps avant de traverser ces petits bourbiers. Frequent drivers on this road regret the consequences it's having on them. Vous avez par exemple la perte de temps qu'il faut signaler. Imaginez-vous, peut-être vous devez avoir un rendez-vous et vous faites 5 heures de temps sur une route. Vous ratez votre rendez-vous. Ça, c'est déjà un point. L'autre point, vous avez par exemple la consommation du carburant. Pour une distance que vous devez faire peut-être 2 litres de consommation, vous allez passer combien d'heures et ça consomme combien en litres de carburant? Many road users who can't tolerate the prolonged traffic congestion opt to walk or run from Carrefour Kendek to the Dibaba Bridge, or sometimes in front of the Diapoma Stadium to board a bike or taxi. The project, worth billions of CFA francs, involves constructing a 2x2-lane urban expressway, pedestrian bridges, bus stops and other facilities to improve road infrastructure and transportation is yet to be realized. Également dans l'actualité, affaire Martinez-Ogo, l'audience ouverte ce lundi au tribunal militaire de Yaoundé a été marquée par un débat sur la qualité procédurale de la DGRE et l'État du Cameroun. La juridiction a confirmé le maintien de la Direction générale de la recherche extérieure comme civilement responsable, tout en laissant la possibilité d'un réexamen lors des débats au fond. L'affaire a été renvoyée au 1er septembre pour l'ouverture des débats et l'audition des témoins du ministère public. D'autres précisions avec Sébastien Oyébé et Julien Bapungué, de retour du tribunal militaire de Yaoundé. Au tribunal militaire de Yaoundé ce jour, le procès de l'assassinat de Martinez-Ogo a été marqué par un débat sur la qualité procédurale de la DGRE et État du Cameroun. Initialement désignée comme civilement responsable, la DGRE a demandé à être requalifiée en partie civile. La loi dit que toute personne qui estime que ses intérêts ont été violés a le droit de se constituer partie civile. Et la DGRE peut donc légitimement considérer que ces intérêts sont en cause, d'abord en raison des infractions qui ont été commises. Ces infractions, à la lecture des préventions telles que le fait habituellement le greffier audiencier, mentionnent des infractions qui sont particulières, qui ne peuvent avoir été commises que contre l'État, et que seul l'État a la possibilité de revendiquer, dont il est le seul à pouvoir se prévaloir. La constitution de partie civile de la DGRE, chacun est libre de se constituer partie civile s'il entend le faire. Maintenant, le tribunal appréciera au moment opportun si cette constitution est valable ou pas. On passe des heures et des heures sur un débat qui pour moi est inutile. Donc, sur le plan du droit, la DGRE a le droit de se constituer partie civile. Après, qu'on en fasse une appréciation ou une autre, ça relève de la compétence du tribunal.
La défense s'y est opposée, estimant que seule la famille de Martinez Zogo peut revendiquer ce statut. Nous n'estimons pas que la DGRE, État du Cameroun, peut venir à ce procès comme partie civile. C'est-à-dire que cette personne-là qui a plutôt subi un préjudice. C'est plutôt la famille de Martinez Zogo qui aurait subi un préjudice au cas où les accusés sont déclarés coupables. Donc cette posture-là, nous estimons que la DGRE doit plutôt, puisqu'elle a été citée comme civilement responsable, elle doit se comporter comme telle. Le tribunal, suivant une décision antérieure, a confirmé le maintien de la DGRE comme civilement responsable, tout en laissant la possibilité d'un réexamen lors des débats au fond. L'audience a donc été renvoyée au 1er septembre pour l'ouverture des débats et l'audition des témoins du ministère public. Ils sont 523 anciens militants de partis politiques à avoir rejoint les rangs du FSNC le week-end dans la ville de Ngaoundéré, région de la Damawa. Ils dénoncent l'injustice dans leurs anciennes formations politiques et se disent séduits par le projet politique de Issa Chiroma Bakary. Ces nouveaux militants du FSNC espèrent participer au processus de changement à la présidence de la République. Le reportage de Amadou Bello à Ngaoundéré. Klaxons et drapeaux animent cette caravane motorisée qui a envahi les rues de Ngaoundéré. Objectif, annoncer le ralliement massif des militants à un nouveau camp politique. 523 hommes et femmes venus du RDPC, du PCRN, du MPSC et de l'UNDP choisissent désormais les couleurs du FSNC. Camarades, bienvenue dans le train du Front pour le salut national du Cameroun. Le projet de M. le Président Issa Chiroma Bakary qui m'a convaincu et j'ai tout de suite compris que c'est la meilleure voie à suivre. On en a marre, n'est-ce pas, de 43 ans sans changement, de souffrance. Parmi eux, Ibrahim, ex-militant du MRC. Après la disqualification de la candidature de Maurice Kamto, il veut poursuivre son combat sous la bannière d'Issa Chiroma Bakary. On a subi l'injustice. On a vu qu'Issa Chiroma est le seul actuellement qui peut. Pour les responsables locaux, cet engouement illustre la force du projet politique du FSNC à l'approche de la présidentielle. Non seulement les militants qui appellent à adhérer au FSNC, mais également les leaders de la société civile, les leaders de certains partis d'opposition également demandent à rejoindre le FSNC. Cela témoigne de l'engouement de la solution aux problèmes des Camerounais détenus par Issa Chiroma Bakary. Avec cette démonstration de force, le parti espère bousculer le jeu politique dans la Damawa, jusqu'ici dominé par l'UNDP et le RDPC. Et à 2 mois de l'élection présidentielle de 2025, l'archevêque métropolitain de Douala critique le gouvernement camerounais pour la corruption généralisée, la mauvaise gouvernance et les inégalités sociales. Dans sa lettre pastorale, Monseigneur Samuel Cléda prévient que le pays est sur la voie d'une mort lente à moins que des changements drastiques ne soient opérés. Le prélat évoque plusieurs problèmes, notamment la corruption endémique à tous les niveaux de la société, le manque de transparence et de justice dans les processus démocratiques et la crise anglophone ainsi que les inquiétudes en matière de sécurité. Fondrine Marquez nous propose un résumé de sa sortie. In a strongly worded pastoral letter, Archbishop Samuel Cléda has lambasted the Cameroonian government over widespread corruption, poor governance and social inequalities, warning that the country is on the path of slow death unless drastic changes are made. Cléda condemned the endemic corruption that pervades all levels of Cameroonian society. He also criticized the lack of transparency, justice and truth in the country's democratic processes, describing Cameroon's democracy as perverted. The Archbishop highlighted the growing gap between the rich and the poor in Cameroon, warning that this could lead to social unrest and instability. He lamented the loss of young, qualified Cameroonians to other countries in search of better opportunities, describing it as a brain drain that is depriving the country of much-needed talent. Cléda expressed concern over the lack of access to basic necessities like water and electricity,
despite the country's vast resources. Additionally, he denounced the lack of transparency in the management of the country's resources, particularly in the oil and mining sectors. Regarding the Anglophone crisis, Kleda called for urgent action to restore peace in the affected regions and to address the root causes of this crisis. Minute présidentielle. Et dans Minute présidentielle, le premier numéro de notre série consacrée aux origines des LECAM. Au Cameroun, l'organisation des élections est confiée à un organe spécifique créé pour la cause, dont la mission est d'en assurer le bon déroulement. Un organe, Elections Cameroun, né par césarienne et après 2 fausses couches, qui, malgré l'accouchement après tant de souffrances, est resté contesté. Retour sur le long parcours vers une naissance avec Roland Tapi. Un peu d'histoire pour arriver à Elections Cameroun. Jusqu'en 2000, les élections étaient organisées au Cameroun par le ministère de l'administration territoriale. Il n'y avait rien à redire à cela depuis le lendemain des indépendances, du moment où, pour ce qui est de l'élection présidentielle par exemple, il y avait toujours un candidat unique, conséquence logique du parti unique. C'est jusqu'en 1992, avec le retour au pluralisme un an plus tôt, qui a induit la multiplicité des candidatures à l'élection présidentielle, la première pluraliste. À partir de ce moment, les opposants voyaient désormais d'un mauvais œil l'organisation des scrutins par un département ministériel. Le Social Democratic Front de feu John Fundi en tête, l'opposition commença à réclamer une commission électorale indépendante, CENI. En 2000, l'Assemblée nationale adopte une loi portant création d'un observatoire national des élections, ONEL. D'après l'article 2, je cite, « La mission de l'ONEL est de contribuer à faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits. » Article 3. L'ONEL est mise en place en année électorale dès le début du processus électoral. Il comprend 11 membres nommés par décret du président de la République. Son mandat prend fin dès que le processus électoral est arrivé à son terme. Fin de citation. L'organe avait donc une existence éphémère qui ne durait que le temps d'une élection et disparaissait immédiatement après. Les critiques furent de plus en plus vives, surtout que ses premiers membres étaient tous du parti au pouvoir, malgré l'exigence de l'intégrité morale, de l'honnêteté intellectuelle, de la neutralité et de l'impartialité par la loi. Cette première version de l'ONEL, que l'histoire surnomma par la suite ONEL 1, donna naissance à une deuxième qui vit le jour à la suite de la modification en décembre 2023 de la loi de 2000. La nouveauté de l'ONEL 2, c'est qu'un poste de vice-président fut créé et désormais les membres devaient être nommés après consultation des partis politiques et de la société civile pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Avant d'entrer en fonction, ils étaient désormais tenus de prêter serment devant l'Assemblée plénière de la Cour suprême. En février 2004, le premier ministre de l'époque, Peter Mafani Moussonguer, procéda aux consultations des partis politiques et remit sa copie au président de la République pour nommer les membres de l'ONEL 2 avec comme président Enoch Kwayer, dont l'appartenance au RDPC ne laissait planer aucun doute. La crédibilité de l'organe fut entamée dès lors et la corrosion conduisit à sa mort par asphyxie. Le corps fut incinéré et sur ses cendres naissait en 2012 Elections Cameroun. Minute présidentielle. Dans la suite du journal, 18 personnes arrêtées pour corruption sont entre les mains des autorités judiciaires pour enquête. Information donnée par le président de la CONAC, le révérend Dieudonné Massigams, à la fin de la 7e édition de la clinique anticorruption. L'on a également appris qu'en 5 jours passés à Douala, les équipes de la Commission nationale anticorruption ont reçu 80 plaintes, la plupart visant les collectivités territoriales et les agences d'application de la loi. Le patron de la CONAC déplore le fait que la plupart des personnes impliquées dans des pratiques de corruption soient des femmes. Le point avec Jérès Azangué et Fondre Marquez. A total of 80 complaints were received by CONAC during their 5-day stay in Douala Littoral region under the CONAC Anti-Corruption Clinic. Among the complaints was usurpation. La CONAC s'est-elle auto-saisie du cas de M. Nyan Djepnou qui usurpe le titre de membre de la CONAC. Cet individu était même présent ici à l'ouverture de la conférence de presse
Mais c'est après que nous avons eu des informations selon lesquelles il se passe pour être un membre de la CONAC dans la ville de Douala. According to the chairman of CONAC, Reverend Dr. Diodene Massigams, all sectors of society were affected, but the most denounced sector was a territorial collectivity. Les collectivités territoriales décentralisées pour l'extorsion de fonds aux conducteurs de moto-taxi, monnayage des levées de scellés, abus de fonction par la police municipale de certaines communes et communautés urbaines de la ville de Douala, extorsion des commerçants ainsi que l'extorsion de demandeurs de services en vue de l'établissement des actes de naissance dans certains centres d'état civil. The defense and security forces were also implicated in the corruption net. Les FMO pour l'extorsion des usagers de la route sur pratiquement toutes les routes de la région du littoral, ainsi que des personnes ne disposant pas de carte d'identité nationale. Among the 18 arrests made, the majority were women, according to the CONAC boss. Constatons-nous tristement que si des 17 personnes mises à la disposition de la justice pour actes de corruption sont des femmes. C'est regrettable que ce soit la gente féminine qui soit en majorité ici. Des femmes qui devraient être des modèles de probité et premières éducatrices des enfants. Si la femme perd les pédales, toute la famille perd les pédales. Reflecting on the 7th edition of the CONAC Anti-Corruption Clinic, Reverend Massigams highlighted that lack of precision was one of the problems they encountered. Certaines dénonciations n'ont pas abouti par manque de précision nécessaire à leur recoupement. C'est donc l'occasion pour nous de rappeler aux citoyens et citoyennes d'être précis et précises, juste au moment de la dénonciation, en nous donnant plus de détails possibles sur les actes et les personnes concernées. La CONAC tient à rappeler que les auteurs de dénonciations calomnieuses s'exposent aux poursuites judiciaires telles que prescrites par les textes organiques de l'institution en son article 3, alinéa 3, qui dit « La Commission est tenue de protéger ses sources d'information ». Aside from the public sector, corruption practices were also reported in the private sectors. Dans les chefferies traditionnelles, le groupement Bacham dans les Bamboutos, région de l'Ouest du Cameroun, a un nouveau souverain âgé de 22 ans. Sa Majesté Dintsa Sonke Adrien a officiellement été installé le week-end dans ses fonctions de chef supérieur de premier degré. La cérémonie de son investiture au trône en tant que 14e guide de cette dynastie a été placée sous le signe de la réconciliation et de la renaissance. Le reportage de Franck Roch-Tassanka. Je vous suggérerais d'être droit comme votre bâton de commandement. Droit dans vos pensées, droit dans vos décisions, droit dans votre cœur. Je voudrais pour terminer, Majesté, vous souhaiter un très long règne. Un nouveau vent souffle sur le groupement Bacham, village situé dans le département des Bamboutos, à l'ouest Cameroun. Après 17 années d'absence de leader, le jeune monarque, Sa Majesté Dintsa Sonke Adrien, a été installé sur le trône, marquant ainsi une nouvelle ère pour ce royaume. C'est une fierté pour tous les Bacham. Fait plus de 17 ans dans l'obscurité. Donc enfin, quand la lumière s'allume sur notre village, nous ne pouvons que nous sentir contents et honorés. De 2016 à 2025, le groupement Bacham a connu particulièrement une période de division, due à l'absence de leur monarque, a-t-on appris. L'investiture de leur nouveau souverain est à la fois une réconciliation et une renaissance de ce peuple des Grassfields. Aujourd'hui, le LACAM est bien passé, l'intronisation officielle a été bien faite
Et pendant ce temps, ce n'était pas un moment sans à nous tranquille. Il y avait eu beaucoup de perturbations. Actuellement, les vagues sont terminées. Bacham reprend son envol. Et puisque le roi souhaite, à travers son adresse, que nous recommencions encore à faire des merveilles pour Bacham, nous pensons être à son service, au service du groupement, pour que Bacham, de nouveau, fasse un bond dans un seau et que le développement s'envole. Âgé de 22 ans, le nouveau chef supérieur des Bacham est attendu pour écrire son nom dans l'histoire de ce royaume. Lors de sa première prise de parole, il a déclaré être conscient des défis qui l'interpellent et invite ses sujets à retourner cette page belliqueuse de l'histoire pour se concentrer sur le développement optimal de ce groupement frontalier au groupement Bangang. Je prends l'engagement solennel que mon règne puisera sa force sur le peuple Bacham. Mon règne s'initiera avec les Bacham et pour les Bacham. Nous avons tous besoin d'un Bacham réconcilié qui porte haut la voix de la solidarité. Nous avons besoin d'un Bacham qui porte haut sa culture. Né en 2003, Sa Majesté Njinta Sonkwi Adrien a été désigné à l'âge de 13 ans. Il prend officiellement possession du trône de cette chefferie de premier degré après la procession rituelle du 6 mars dernier. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Scrutin du 12 octobre prochain, les habitants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest iront-ils aux urnes au regard du conflit armé en cours dans ces deux régions? De la présidentielle de 2018 aux élections locales de 2020, des millions de citoyens de cette partie du pays n'ont pu accomplir leur devoir civique en raison du climat d'insécurité qui y prévaut depuis environ 9 ans. Déficit de déploiement des candidats et d'agents d'Elections Cameroun sur le terrain, faible participation des électeurs, nombre d'observateurs électoraux limité, risque d'attaques armées sont entre autres difficultés récurrentes dans l'organisation des campagnes électorales et les opérations de vote. Sans paix durable, comment les 12 candidats battront-ils campagne ? Et dans quel état d'esprit les électeurs iront aux urnes? La lecture de Jean-Paul Chuniat. Ayant toujours participé sereinement à toutes les élections organisées au Cameroun depuis l'indépendance, des milliers d'habitants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'ont pu accomplir pleinement leur devoir civique depuis 8 ans, suite à l'éclatement d'un conflit armé dans cette partie du pays. Et comme première conséquence de cette guerre déclenchée sur les cendres des remous sociopolitiques de décembre 2016, les élections municipales et législatives de 2017 sont reportées en raison du climat d'insécurité prévalant dans les deux régions, transformé en champ de bataille entre des combattants séparatistes et les forces de défense et de sécurité. Et par milliers, les habitants fuyant les hostilités et les attaques des bandes armées ont tout abandonné pour sauver leur tête et de loin leur droit de vote dans des localités privées de mouvements de personnes et des biens. Cette contingence avait de facto entraîné une prorogation du mandat des conseillers municipaux. Au pic des violences féroces, couplées aux affrontements entre les forces en présence, la présidentielle de 2018 était presque un non-événement pour des populations préoccupées par leur sécurité et des candidats à ce scrutin qui n'osaient aller battre campagne sur le terrain. Et d'ailleurs, le Social Democratic Front en payait le prix fort dans son bastion naturel, récoltant un score national de 3% pour un parti qui a toujours talonné le RDPC au pouvoir au fil des élections. En 2020, les municipales et législatives s'étaient déroulées dans les mêmes conditions d'insécurité que l'on connaît, le tout aggravé par la pandémie de la Covid-19 et les conséquences énormes sur ces deux scrutins couplés. Partis politiques boycottaient alors ces consultations locales, une participation faible, des difficultés d'organisation dans le déploiement sur le terrain des partis politiques, les observateurs électoraux, les électeurs et les agents d'Elections Cameroun. Même si pour le régime en place, le scrutin de 2020 avait tenu la promesse des fleurs dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Des formations politiques à l'instar du mouvement pour la renaissance du Cameroun avaient même revendiqué un retour préalable à la paix avant la tenue de ces élections locales. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Nous voici aux portes de la présidentielle du 12 octobre 2025. La paix n'est toujours pas de retour dans cette partie du pays, classée zone économiquement sinistrée par le gouvernement, en raison des dégâts matériels causés sur les appareils de production de ces deux régions. Et 12 octobre 2025, c'est dans très exactement 2 mois,
Dans quelles conditions et comment les 12 candidats à cette présidentielle comptent-ils se déployer sur un pareil théâtre de campagne électorale? Bien plus, dans quel état d'esprit les potentiels électeurs se rendront aux urnes pour aller remplir leur devoir civique? Autant de questions qui préoccupent l'opinion nationale sur le déroulement de cette élection présidentielle dans une zone en pleine turbulence depuis 2017. 8 ans que cela dure, non sans compter les échéances à venir, régionales, sénatoriales, législatives et municipales. Et la campagne électorale, comment elle se tiendra dans les deux régions en crise, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays? On tentera de développer cette thématique avec nos invités. Lithiam Yap Fekwa en politique, président de l'Union des peuples solidaires, UPS. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir toujours pour nous d'être présents là où le Cameroun a besoin de nous pour donner la bonne information à nos citoyens. Barista Richard Tamfo, président régional du PCRN pour le Nord-Ouest, la région du Nord-Ouest, et porte-parole du parti. Bonsoir Barista, merci d'avoir accepté notre invitation. Good evening, Claude. I think I should be the one to be honored, and also for the sympathy that you have for our party. I'm delighted to be here, and I hope that we are going to edify the Cameroonians who are actually waiting to see how elections are going to hold in the Northwest and Southwest. Moïse Raymond Nguidjol Ngane représente le Social Democratic Front. Vous êtes notamment ministre du Shadow, cabinet du SDF en charge de l'information et des médias, membre du NEC, National Executive Committee. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, thank you Bienvenue. for inviting us. It's the first time for me to be your guest. It's a pleasure. Also, as Barista Tamfo said, I think we shall discuss as you like, and let me greet all the Cameroonians and invite them to be quiet and calm. We have to continue working together for the upcoming elections. Jean-Claude Youth prend des notes. Bonsoir Jean-Claude Youth, vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Madame Claude, bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir aussi aux millions de téléspectateurs. Je représente effectivement le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur le plateau, son Excellence Monsieur Paul Biya. Lors de l'opération de dépôt des dossiers de candidature, le candidat du SDF, Joshua aussi, a décidé de déposer son dossier à Bamenda. Et pour justifier le choix de cette ville, il a dit, Moïse, que Bamenda, c'est le fief du SDF. Bamenda fait partie des villes, Bamenda situé dans la région du Nord-Ouest, fait partie des villes touchées par la crise anglophone. On est à 2 mois de l'élection présidentielle, à quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale. Comment vous appréhendez ce moment, notamment dans cette partie du pays, dans le Nord-Ouest, qui est le fief du SDF? Vous le dites si bien vous-même, nous l'avons dit, et le candidat Joshua aussi, qui est notre chairman, l'a rappelé, nous avons une identité. Et c'est l'occasion de moi encore ici d'inviter tout le monde à s'incliner devant le sang qui a coulé le 26 mai 1990 à Bamenda. C'était le jour du lancement, de la naissance, je dois le dire, du Social Democratic Front. Donc, pour nous, aller à Bamenda, on est, comme on dit, we are back home. On est chez nous, on est à la maison. Et puis, on a décidé donc de repartir de Bamenda pour engager cette marche pour le palais des Toudi, à Yaoundé cette fois-ci. Donc, vous avez vu Joshua aussi marcher sur 3 km. Et nous continuons à marcher à travers le Cameroun pour que nous y allions. Alors, nous espérons que nous n'aurons pas le coup de 2018-2020, parce qu'il n'y a pas eu d'élection en 2018. Il faut de mauvaise foi pour croire qu'il y a eu élection en 2018. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel en 2018. Ils ont rendu des décisions qu'ils ont rendues, et comme leurs décisions sont nos variétés, nous nous sommes pliés. Et en 2020, ils ont remis ça. Nous sommes allés au municipal législatif. Nous avons saisi le même Conseil constitutionnel qui nous a donné raison une fois. Mais le Conseil constitutionnel n'ayant pas la capacité, au sens de la loi, de faire reporter les élections, et la loi prévoit qu'elles doivent être reprises dans un certain délai, alors que la sécurité n'y était pas revenue. Nous avons donc à l'Assemblée nationale des députés de la nation, mais investis par
le RDPC, qui ont, pour certains qui ont été élus avec 12 voix seulement dans cette région, parce que nous ne pouvons rien faire. Le terrain était simplement, tout le monde était parti. On a bon espoir que la situation semble être revenue au calme, semble être de plus en plus revenir au calme. C'est vrai, ce n'est pas encore cela. Et nous sommes prêts parce que nous disons que nous sommes chez nous. Et nous le disons parce que personne mieux que nous, le SDF, je veux dire, ne connaît la zone que nous. Il en est de même, non seulement pour le nord-ouest, mais également le sud-ouest. Nous le revendiquons. Et c'est pour cela que nous avons dit, c'est une de nos premières priorités, d'abord arrêter la violence dans un délai maximum de 100 jours, une fois que nous sommes élus, et après donc continuer la grande conversation avec le peuple camerounais, parce que le problème anglophone qui se décline aujourd'hui en crise anglophone est un problème national. Ça n'affecte pas seulement les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais ça affecte la nation tout entière. Nous aurons peut-être le temps de développer cela. Oui, revenir notamment sur l'ambition du candidat du SDF qui se donne 100 jours à compter de la date de la proclamation des résultats de son élection pour mettre fin aux violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais avant de poursuivre, Jean-Claude Youth, selon Moïse Guidjol, on ne peut pas dire qu'il y a eu vote dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en 2018. Pourtant, il y a eu des taux, des chiffres qui ont été avancés, des taux de participation, même s'ils sont faibles, publiés par Elections Cameroun. Si on considère ce qu'il dit, est-ce qu'on ne devrait pas compter sur ces deux régions cette année, le 12 octobre? Le 12 octobre 2025, nous compterons sur l'ensemble du territoire national et l'ensemble des inscrits sur les listes électorales. Rappelons-nous que l'élection présidentielle, l'élection du président de la République, la circonscription est nationale. Donc, ce qui voudrait dire que le taux de participation est évalué à l'échelle nationale. Les suffrages valablement exprimés, c'est aussi à l'échelle nationale. Donc, c'est la somme des voix que vous obtenez sur l'ensemble du territoire qui définissent donc votre victoire ou bien votre défaite. Donc, ce qui voudrait dire que la participation des régions du nord-ouest et du sud-ouest est attendue. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais lui fera sa part de boulot comme nous savons le faire. Le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. Donc, ce qui voudrait dire que les concitoyens qui auront compris et accepté l'appel des différents candidats vont se présenter dans les différents centres de vote et bureaux de vote pour pouvoir exercer leurs devoirs citoyens. Et nous continuons à les appeler à pouvoir se mobiliser massivement, surtout en faveur du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous pouvez compter sur nous, nous ferons le nécessaire pour mobiliser notre base militante. N'oubliez pas que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est la première formation politique en ce moment dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. On reviendra sur vos stratégies pour mener à bien votre campagne électorale dans ces deux régions. Barista Tamfou, il faut compter, si on résume les propos de Jean-Claude Youth, sur toutes les régions du pays, notamment sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais on parle de deux régions dans lesquelles on procède toujours aux enlèvements contre rançon, demande de rançon. On assassine tous les jours des civils, des militaires, des représentants de l'autorité administrative. Des élèves ont fui, on a enregistré plus d'1 million de déplacés internes. Que reste-t-il dans le nord-ouest et le sud-ouest pour qu'on compte sur ces régions, pour qu'on compte sur cet électorat? For me, I don't think we should count. For me, I don't think those two regions are actually participating in the presidential elections. We know very well that the security situation there continues to be very, very deplorable. As we speak today, there was a uniformed person that was killed today. Maybe they thought he was an Amber fighter, and he was probably shot by uniformed men. So just to tell you that people just live in the northwest and southwest by the grace of God. The security situation is still very, very high, and people don't feel safe. So don't expect people who are not feeling safe to move around to be able to come out and participate in the presidential elections. Every Monday is still observed as a ghost town in Northwest and Southwest. The reason why today
this so-called soldier who was in a civilian attire was shot by another military camp who was with the police because they thought he was an Amba fighter. So just to tell you that it's really, really regrettable that these two regions are into this insecurity situation, and we know very well that the people in that region actually do not participate or come out to participate in their numbers as we saw maybe in the years before the crisis. So I just wish that those who will be able to master the courage to take part, but the participation is very, very minimal. Mais entre 2018 et 2025, la situation a quand même changé. Parce qu'en 2018, lors de la tenue de la dernière élection présidentielle, la crise anglophone avait atteint son pic. Cette fois, même si les attaques se poursuivent, il y a quand même une nette amélioration. Est-ce qu'on peut s'accrocher dessus pour espérer quand même? No, there is still that fear. People who run away, for example, those who run their villages, they have not been able to put accompanying measures for them to come back. So we still have a lot of internally displaced persons who have not been able to go back home. So even though the crisis is not more as violent as it used to be maybe in 2017 or 19, but the truth is that there is still that fear. People still do not feel safe moving around freely. Talk less of maybe coming for participating in an electoral process like the presidential elections, where you maybe have words or messages that will be passed around that you are not welcome here. If you come, maybe there are going to be some shots. So just to tell you that people still continue to live in fear, and it is not yet the normal peace that we used to live before. So saying that you want to count on those regions for this presidential election is an overstatement. It is true, not everybody will participate, not everybody is back home. Many are internally displaced, many have not been able to register. Many will not have that courage to go in and vote that day, but we know how the regime operates. Whether people participate or not, to them, it is that the participation was successful. So I think this time around we should be more responsible. The electoral period is coming, and though people are going to go to those regions for campaigns, and you cannot go there and organize any campaign if your security is not safe. So it still remains a very, very serious challenge. And only the ruling party, which is the CPDM, knows exactly what to do, because they are the only ones who go there with the necessary military accompaniment. But you as a civilian, if you cannot put yourself that means of having the military securing you, but you see that it becomes very difficult for you. So it is but normal. The CPDM will always say that the situation is under control. They will carry out their elections, but the reality is that people are scared in those regions. Eli Tiembiap, entre 2018 et 2025, il y a eu le grand dialogue national en 2019 qui a conduit à l'adoption de plusieurs résolutions, et ainsi de suite. Mais entre 2019, année de la tenue du grand dialogue national, et 2025, les attaques ne se sont pas arrêtées, les tueries non plus, les enlèvements aussi. Est-ce que, je vous pose la même question que j'ai adressée aux autres, on peut compter sur le nord-ouest et le sud-ouest pour cette élection présidentielle de 2025? Lorsqu'on se déplace dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, on a l'impression que les populations nous font comprendre qu'elles se sentent marginalisées. Elles vous disent que, vous voyez par exemple, comment faire pour avoir accès à certains produits qu'on avait facilement accès avant. Il est difficile, de plus en plus difficile d'obtenir certains produits. Par exemple, des choses qu'on produit ici au littoral. On ne peut plus facilement aller là-bas trouver certaines bières. Il y a des décisions qu'on dit telle marque de bière, on ne veut plus ici. Tel produit du côté du francophone, on ne veut plus ici. Les populations se disent, mais attendez, vous êtes en train d'organiser des élections. Notre avis ne compte pas. Est-ce que ce Cameroun, si vous êtes plus citoyens camerounais que nous, donc vous donnez raison à ceux, comme quelqu'un me disait dernièrement, à Tombel, que, mais attends, nous on a l'impression que vous donnez raison à ceux qui disent qu'ils ne veulent pas de votre Cameroun, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, vous ne cherchez pas notre avis. Donc nous avons intérêt, nous francophones, de ne pas nous regargariser en disant ok, on va faire des élections, que vous soyez là ou non, nous allons gagner et vous allez subir. Donc ces frères anglophones se sentent un peu délaissés, se sentent un peu sous-estimés, ne se sentent pas camerounais à 100% comme vous. Donc nous avons intérêt donc de faire à ce que ces gens se sentent camerounais, qu'on essaie de les encadrer. C'est vrai, la calmie arrive. C'est vrai, il y a de moins en moins d'exactions qu'avant. Mais lorsque vous entrez dans les familles, dans les ménages,
Les gens n'ont plus, par exemple, ils vous disent que l'argent n'est plus facile. Vous travaillez beaucoup plus qu'avant et vous gagnez 10 fois moins. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous sommes vos esclaves? You are not your slave. Donc, je crois qu'avec ça, cette campagne électorale qui arrive, par exemple, vous entendez dans certains réseaux sociaux, des gars de ce côté vous disent, nous n'en voulons pas que vous ayez gagné. Ok, vous faites votre campagne là-bas, puisque vous ne demandez pas notre avis. Vous venez faire quel genre de campagne? Nous n'en voulons pas. Je crois qu'il serait grand temps pour nous d'aller humblement vers eux, dire, ok, nous avons compris, votre douleur nous intéresse, nous avons des propositions techniques. Par exemple, nous, dans l'Union des peuples solidaires, nous pensons que nous pouvons revenir à certains systèmes qu'on trouvait facilement dans le sud-ouest, où ils arrivaient à produire leur énergie eux-mêmes, pour ne pas attendre avec le délai. C'est-à-dire que chez nous-mêmes, les francophones, où on a nos barrages et tout ça, on n'arrive pas à avoir l'énergie. Cherchons donc à leur rendre de plus en plus autonomes en matière d'énergie, en matière de forage, en matière de panification, c'est-à-dire les pains. Ils avaient leur façon de produire des produits de manière traditionnelle. Et ils s'en sortaient. Nous sommes venus chercher à moderniser et paf, à un moment donné, tout s'est arrêté. Nous voyons par exemple le problème qu'ils ont avec la CDC. La CDC, le gouvernement avait mis tout sur le dos de la CDC. Le social, bref, tout, jusqu'à l'éducation. Et puis brusquement, avec cette histoire de guerre dinosaure, cette structure s'est écroulée. Il faut voir dans quelle misère les populations qui sont là-bas. À Muyuka, par exemple, à Yoke, où moi j'ai fréquenté, je vois de plus en plus la misère s'installer. Je crois qu'il est grand temps pour nous, humblement, que nous reconnaissons que peut-être nous avons failli. Et on essaie de s'asseoir tout autour d'une table. On dit, mes frères, nos frères anglophones, qui sont tous des Camerounais. Vous êtes à 100% Camerounais. Vous devez vous considérer Camerounais. Et voici ce que nous proposons. Et qu'est-ce que vous avez en retour? Et on va faire la part, la juste part. Et je crois que là, le Cameroun pourra être... Mais qui doit le faire? Vous dites nous. Nous, l'a mis pour politique, parce que chacun se dit, par exemple, il y a quelqu'un qui va vous dire, bon, comme mon camarade de youth, il va vous dire, mais nous, on a le pouvoir, nous, on a ceci. C'est ce genre de langage qui fait mal de ce côté-là. Et eux, ils voudraient que, parce qu'ils ont un système où on essaie de dialoguer avec la population. On ne venait pas vous imposer comme si c'était un dogme qu'on vous dit, vous devez faire ceci. Dans la culture de là-bas, on cause. Je vais vous donner un exemple tout simple. Très souvent, le juriste, l'avocat, le lawyer, le juriste était le juriste était le modèle de la société. Lorsque on avait un système francophone là-bas où le juriste n'est rien, on se met à bastonner sur les avocats, ça ouvre une autre idée. Ils disent, mais si on engueule l'avocat, on engueule le fond, ça veut dire que vous avez déstructuré leur système. Or, nous, ici, chez nous, ça ne voulait rien dire. Mais une fois là-bas, il faut comprendre que c'est toute une autre culture et c'est ça qui nous tue. Nous, francophones, pensons que nous allons transposer notre compréhension de la société de ce côté. Et à la fin, ça fait une sorte de cacophonie. Pourtant, si humblement on se disait, OK, on essaie d'apprendre leur mode de vie, ne pas essayer de leur imposer notre mode de vie, vraiment, tout devrait se passer correctement. Ce sont des problèmes et des revendications qu'aurait dû résoudre le grand dialogue national, Jean-Claude Youth. On a eu le grand dialogue national en 2019, mais malgré la tenue du grand dialogue national, rien ne s'est arrêté dans ces régions-là. C'est plutôt allé de mal en pis. Est-ce que, comme certains, on doit conclure que le grand dialogue national était un échec? Sinon, comment expliquer qu'après des promesses formulées, après des résolutions prises à la suite de ces rencontres, qu'on n'ait pas pu mettre fin aux violences dans le nord-ouest et le sud-ouest? Mais il faudrait qu'on se comprenne bien là. Parce qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire au même moment. On dit en 2018, la situation était très grave. Et qu'en 2025, aujourd'hui, nous reconnaissons tous qu'il y a un léger mieux et que les choses s'améliorent. Mais à partir de ce moment, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans la même situation. Donc, si on n'est pas dans la même situation, ça voudrait dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Et effectivement, les assises du grand dialogue national ont permis à ce que la mise en œuvre de l'essentiel des recommandations du grand dialogue national qui ont abouti au statut spécial des deux régions ont permis à ce que les uns et les autres ont commencé à se prendre en main. Et effectivement, la mise en place des dernières structures de la décentralisation, telles que les conseils régionaux, avec les exécutifs régionaux qui sont mis sur pied, et la particularité du Public Independent Conciliator, qu'il est également là-bas, on est à même de pouvoir dire que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu amélioration. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas amélioration. Première chose. Deuxièmement, lorsqu'on s'en va à l'élection présidentielle, mais je ne suis pas du tout de l'avis de Maître Tanfou qui, pour lui,
n'y aura pas élection, personne ne va battre campagne, vraiment les uns les autres ne vont pas adhérer. Mais il le dit compte tenu de la situation donc, sécuritaire, il est déjà en train de nous dire que si son parti n'a aucune voix là-bas, il n'y a pas de problème. Ça voudrait dire qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas pu convaincre les uns les autres. Vous lui prêtez des mots et des intentions? Mais oui, puisqu'il est déjà en train de chercher à se dédouaner. Comme ceci n'est pas fait, alors nous n'aurons rien. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de craindre, Jean-Claude Youth? Est-ce qu'ils n'ont pas raison de craindre? Parce que le problème, c'est la situation sécuritaire actuelle dans le pays. La situation sécuritaire est globale. Elle est nationale. Nous connaissons les défis sécuritaires partout sur l'ensemble du territoire. Nous avons connu le phénomène des microbes également ici à Douala, et ainsi de suite. Donc, nous sommes arrivés, nous sommes passés du stade où les uns les autres étaient à une confrontation armée véritable, à une phase maintenant de terrorisme et de banditisme. C'est différent. Donc, à l'époque où nous étions bel et bien au pic des revendications de type sécessionniste, nous constatons aujourd'hui, et ce qui a même freiné cet élan-là, c'est même le flux du mouvement migratoire. Contrairement à ceux qui voulaient opposer les francophones aux anglophones, les anglophones aux francophones, on a constaté que le mouvement migratoire de ceux qui fuyaient le conflit s'est passé plutôt à l'intérieur du pays et non à l'extérieur. À partir de ce moment, ça voudrait dire que nos frères et sœurs des régions du sud-ouest et du nord-ouest n'avaient pas du tout de problème à pouvoir se retrouver au littoral, à pouvoir se retrouver au centre, à pouvoir se retrouver à l'ouest. Parce qu'en réalité, ils s'y sentaient en toute fraternité et en toute sécurité auprès des autres compatriotes. C'est ça que les uns les autres qui ont voulu nous créer la division, c'est-à-dire pour créer une guerre, un conflit, l'enrichir ou bien le maintenir à longue date, on nous crée une polarité qu'on nous dit anglophone. Qui est anglophone? Qui est francophone? Voilà l'honorable Guidiol qui parlait anglais. Je ne sais pas si dès que, ou bien anglophone veut dire qu'on doit seulement être, je ne sais pas quoi. Dès qu'on parle le français, on dit qu'on est francophone. Pourtant, en réalité, Maître Richard Tanfou qui est là, il est parfaitement bilingue. Donc, vous allez constater qu'on cesse de chercher à nous apporter des entités qui n'existent pas. Donc, ce sont des arguments que vous allez présenter aux électeurs le moment venu, qu'il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas francophone. Pourtant, ces électeurs-là qui sont dans ces régions ont peur, n'arrivent pas à sortir, ne travaillent pas le lundi en raison des villes mortes. Qui les font peur. Mais il y a des attaques dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a des attaques, donc ça voudrait dire que, heureusement, pourquoi il y a du léger mieux? C'est parce qu'en fait, la population commence à dénoncer. C'est parce que les uns les autres se fondent dans le civil, tout simplement. Donc c'est la population qui dénonce et vous démontre que tel n'est pas, ne se comporte pas comme nous. Et à partir de ce moment-là, il y a ce phénomène-là. Mais on ne peut pas nier qu'il y avait des revendications. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Mais avouons que ces populations, les revendications n'étaient plus du type sécessionniste parce qu'en réalité, l'unité et l'intégrité territoriale n'est pas à discuter. Merci. Ce n'est pas un président de la République qui est garant de la Constitution qui va débattre sur l'intégrité territoriale. Merci, mais par Jean-Claude contre, les populations ont besoin des choses, par exemple, évidentes, des besoins de base, tels que les routes, tels que les écoles, tels que accès à l'eau potable, l'électrification, un environnement sain et une meilleure répartition des richesses du pays. Effectivement, c'est ce que le président de la République, donc, en décrétant cette zone économiquement sinistrée, permet à ce qu'il peut maintenant investir de manière spécifique. On vous a compris, Jean-Claude Youth. Du ministre Paul Tasson est bel et bien au travail. On vous a compris. Moïse Guidjol, selon Jean-Claude Youth, tout est calme, plus ou moins, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a une nette amélioration, mais est-ce qu'on devrait se contenter de cette amélioration pour dire qu'effectivement, on peut tenir, les partis politiques peuvent mener leur campagne électorale dans ces régions sans crainte? Claude Maillot, vous m'avez présenté comme étant le ministre Shadow Cabinet du SDF. Ça, c'est vrai. Et j'ai décidé aujourd'hui de venir à votre plateau pour voir à quoi ça ressemble. Mais si c'est un dialogue avec M. Youth, je crois que ce n'est pas la peine. Ne soyez pas passéiste, ne soyez non plus pessimiste.
monsieur il récite son cahier de 32 pages qu'on lui a donné. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous connaissons la situation dans le nord et le sud-ouest. Elle n'est plus nouvelle. Je dis, elle n'est plus nouvelle. Le SDF a pris la mesure de la situation. Et nous irons aux élections. Quel que soit ce qui s'y passe. Il y en a qui ont développé l'économie de la guerre. Parce que pour un chef d'État, régler un problème comme celui-là, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une agression d'un pays étranger pour dire qu'il y a des mercenaires. À un moment, ils ont voulu dire que c'était des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est eux qui ont créé le problème. Oui, le problème, c'est la marginalisation. C'est la volonté d'assimiler. Et ça date. Est-ce que nous sommes encore aujourd'hui dans la marginalisation? S'il vous plaît, ça date depuis 70. Et ceux qui étaient en charge de ce dossier, qui nous ont conduits à ce faux référendum manipulé de 72, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui dirigent le pays, c'est connu. On ne revient plus dans cela. Nous, on avance. Monsieur Nidjon Frundi, paix à son âme, a fait 22 fois le tour du Cameroun. Il n'a pas fait 22 fois le tour du nord-ouest et du sud-ouest. Joshua aussi, aujourd'hui, est en train de faire. Et il doit dire que dans les 22 fois, Joshua aussi était avec John Frundi à côté. Il a commencé, il avait 20 ans. Il était à côté de lui. Aujourd'hui, Joshua aussi en a fait 3 reprises. Depuis qu'il y a la crise au nord-ouest et au sud-ouest, si on ne doit pas de ça, Maître Tanfou qui est originaire de là, je vais lui demander de m'aider. Je peux oublier. Si Paul Biya y a mis les pieds. Et nous sommes en train d'aller à une élection, M. Yout se gargarise de ce qu'ils ont la situation en main. Il est où, Paul Biya? Le peuple du nord-ouest et du sud veut le voir pour comprendre qu'il a encore conscience de leurs problèmes. La situation n'est pas la même. Et aujourd'hui, si nous on fait le tour du Cameroun, c'est parce que, monsieur, bien évidemment, nous considérons que nous sommes Camerounais à part entière. Le SDF, Joshua aussi, nous ne sommes pas pour la sécession, nous l'avons dit. Nous faisons partie du Cameroun. Nous sommes au courant de ce que vous êtes incapables de résoudre le problème des Camerounais. Pas seulement du nord et du sud-ouest. Vous n'arrivez pas à donner de l'eau à boire, même dans ton village. Même dans ton village, chez nous, il n'y a pas de l'eau. Tu le sais, de l'eau à boire. Quand vous n'arrivez pas à donner de l'eau à boire aux gens, après 43 ans de règne, avec plus de 20 ans avant d'arriver à ces 43 ans, donc plus de 60 ans de règne, avec M. Biya aujourd'hui, ce n'est pas maintenant qu'on va encore lui faire confiance, encore qu'on n'arrive pas à le voir. Pour qu'il nous dise s'il est même en mesure encore d'exercer le pouvoir, s'il est en capacité. Le dépôt de candidature se fait résultat, c'est un fait. Même maintenant, la campagne. Non, nous disons que ce n'est pas ça, Mme Mayo. Donc, pour nous, ne nous ramenez pas ces situations qui sont là, qui sont déjà passées. Donc, on ne va pas rester à une émission comme celle-ci pour parler de ce qu'il y a le public indépendant, ceci ou cela. Non, nous connaissons dans le nord-ouest comment résoudre les problèmes. Nous avons M. Ndjong, nous avons le secrétaire général du SDF, M. Ndjong Donatus. Il a été maire à Kumbo à moins de 30 ans. Mais là-bas, il a fait des réseaux d'adduction d'eau potable là-bas et tout le monde en bénéficie sans débourser le moindre franc. Quand on parle de Public Works Department, le PWD, c'est le Public Works Department, Maître Tanfou est là. Ils savent comment résoudre les problèmes. Ils sont dans une affaire où ils nous parlent de décentralisation. La décentralisation, c'est quoi? Et ils sont là, ils se moquent des Camerounais en disant qu'ils donnent comme aide par an à chacune des communes 100 millions de francs. 100 millions de francs une commune. Pour une commune, c'est quoi? Alors que les ministres s'achètent des véhicules de 120 millions de francs. Le traitement des ministres, c'est plus d'1 milliard 500 millions par an. Et le ministre seul. Et eux, ils donnent aux populations 100 millions de francs. Non, arrêtez de vous moquer. C'est pour ça que nous avons la solution. Pour tous les Camerounais, pas seulement pour le nord et le sud-ouest. C'est le fédéralisme. Pour nous, le fédéralisme, ce n'est pas la région du nord. Mettez les régions que vous voulez. Mettez toutes les régions, région Bassa, région de Mbam, région de Mbamoun, région de ceci. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la commune pour nous. Il est question de donner de l'argent aux communes. Que les maires qui sont là, qu'ils aient cet argent et qu'ils le gèrent pour le bien des populations. Vous vous imaginez si on donne 2 milliards à une commune rurale par an, pendant 5 ans, qu'est-ce qui ne va pas s'en charger là-bas? 100 millions n'achètent même pas un camion, Eli. Même pas un Caterpillar. Voilà les problèmes. Et le Nord s'est trouvé dans une situation où ils ne se retrouvaient pas. Ils ont le droit d'exprimer leur ras-le-bol. Ils n'ont pas dit qu'ils sont sécessionnistes. On leur a prêté des idées. Je parle ici, Maître Tanfou est là. C'est un enfant du Nord-Ouest. Mais il est un enfant de Cameroun. Donc je le dis, on leur prête des idées. Et cela est fabriqué dans les laboratoires des Toudi, les laboratoires de M. Biya et de sa bande. Et qui ici ont des relais tels que M. Yout,
que je connais bien, je dis bien, on se connaît, c'est mon neveu. Donc ce n'est pas de ça qu'on va parler ici, mais nous disons que le problème du Nord-Ouest n'est pas spécifique, et tant que nous, vous savez qu'il y a des trucs, comment ça fait avec la Sonara, pour après courir dans le sud, à Kribi pour dire on fait un montage financier avec C-Star, alors qu'il faut réhabiliter la Sonara. On ne la réhabilite pas, et vous voulez que les gens continuent à danser pour vous. Vous voulez qu'on continue à danser pour vous? Non, vous parlez de la CDC. C'est quoi la CDC? Vous savez qu'il y a des gens à la CDC qui gagnent combien d'argent? Qui gagnent encore 15 000, 20 000 francs par mois? Nous disons qu'il faut Nous disons qu'il faut atteindre un niveau où, en 5 ans, il faut qu'on atteigne un SMIC d'au moins 160 000 francs. Nous le disons. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une affaire où, au nord-ouest, ou alors dans le Grand Nord, à l'extrême nord de l'Allemagne, les gars vous disent à Kourgi que pour que nous atteignions le centre d'identification qui est loin à Marois, c'est à plus de 120 km, sur la route, les contrôles de police nous prennent 4 000 francs. Au moins, donc finalement, même l'argent, si on a la volonté d'aller faire la carte d'identité, on peut la faire. Nous disons que nous allons rendre la carte d'identité gratuite. Gratuite. Nous disons que les mariages seront gratuits. Il est là, il a droit à la première. Pour vous marier à la première, c'est au moins 120 000 francs. C'est fort. Alors, vous voulez que les gens se marient? Non, il faut arrêter. Il faut que les Camerounais comprennent qu'ils arrêtent de penser que le SDF est un parti des Bamènes des anglophones. C'est faux. Le SDF, je suis Bassa, je suis militant du SDF et je dis que le SDF c'est un parti national. Il est ouvert à tout le monde et nous nous occupons des problèmes nationaux, des problèmes de la nation camerounaise dans leur intégralité. Si John Fundi a fait de 22 fois tout le Cameroun, il n'y a pas un seul arrondissement où il n'est pas mis ses pieds. Et je mets au défi que M. Biya, qui est là, ait fait des arrondissements. Est-ce que vous avez l'assurance, la garantie de ce que tout se passera bien pour le SDF dans la tenue de sa campagne électorale dans ces deux régions et dans tout le pays d'ailleurs? Est-ce que les autres partis politiques devraient avoir cette même garantie, cette même assurance? Nous allons à cette élection pour la gagner. Quand nous parlons d'élection, l'ECAM est chargé d'organiser les élections. Et je continue à dire, Madame la douane du bureau d'âge de l'Assemblée l'a dit en mars, à l'ouverture de la session de mars, elle a dit que ceux qui organisent bien. Et l'ECAM, dont le directeur général en tête, a maintenant la responsabilité d'organiser les élections. Et là-dedans, il y a plusieurs acteurs qui participent au processus, dont les FMO, dont l'administration. Il faudrait que les forces de défense et de sécurité, les forces de maintien de l'ordre, prennent toutes leurs responsabilités. Et elles savent à quoi s'en tenir. Elles doivent sécuriser tout le monde pour que la campagne électorale se déroule sans heurte. Nous continuons à croire qu'elles sont neutres, et parce qu'elles sont neutres, elles sont sous le drapeau. Pour le moment, c'est M. Biya, le président de la République, oui, mais vous avez suivi. Nous avons dénoncé il y a quelques jours par Joshua aussi, 1153 bureaux de vote. Inaccessibles dans les casernes militaires. Et les militaires nous disent qu'il faut que ça sorte. Parce que leur chef leur exige dans les casernes de montrer les bulletins. Et là-bas, vous ne pouvez pas accéder. Donc maintenant, il est question que l'ECAM prenne ses responsabilités et délocalise rapidement ses bureaux. Il est également constant que quand vous allez dans les parties insulaires du pays, quand vous allez dans les îles, où vous trouvez, parfois dans certaines îles, il n'y a même pas l'ombre d'un Camerounais. C'est des pêcheurs nigérians et maliens qui sont installés. Et là-bas, l'ECAM vous dit qu'il y a 400 inscrits. Et parfois, dans ces îles, on ouvre plus de 30 bureaux de vote. Nous sommes vigilants. Nous sommes en train de travailler. Et nous invitons, c'est pour ça que nous invitons les Camerounais à ce jour, parce que nous voulons 90 000 agents électoraux sur l'ensemble du territoire. Parce que nous voulons surveiller ce vote. Nous voulons surveiller ce vote. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez saisi, le chairman a saisi le président du Conseil électoral pour dénoncer justement tout ça. 1153 bureaux de vote. Nous ne pouvons pas commencer, peut-être je vais chuter par là. Oui. Nous ne voulons pas aller à une Coupe du Monde et commencer à critiquer l'arbitre. Non. Nous allons jouer avec les règles. Ceux qui font du football comme moi savent que la Coupe du Monde, on la joue avec les règles FIFA. On va au match, c'est vrai, on marque avec les mains. Mais cette fois-ci, nous sommes déterminés à mettre hors le système. Il n'est pas question de mettre hors M. Biya seul. Il est question de mettre tout le système. Parce que ce système présidentiel très fort nous pèse sur les têtes et on ne peut plus. Merci. Il faut qu'on sorte de là. Monsieur et il faut vraiment qu'on sorte de là le 12 octobre. Or, en voulant résumer vos propos tout à l'heure, Barista Tamfou, Jean-Claude Youth a dit que le PCRN, par votre voix, est en train de dire ouvertement qu'il
il va perdre d'office les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pourquoi vous disiez tout à l'heure que vous ne pensez pas que la campagne électorale puisse bien se tenir dans ces régions compte tenu de la situation sécuritaire. Est-ce le cas? Est-ce que le PCRN jette l'éponge avant même le début du combat? No, the problem is he misinterpreting me. I said the question is whether the security atmosphere is convenient for this presidential election in the Northwest and Southwest. And my response to it is that the atmosphere is not conducive. The Northwest region, for example, is made up of 7 divisions and 34 councils. Do you think that it is feasible for any political leader to go to those regions with the current insecurity situation and is able to sell his political vision? I say no. Mais pour le cas du SDF est sûr et certain de la bonne tenue de sa campagne. Maybe they know how to do it, but I'm telling you that there still remain an insecurity in those regions whereby you even have a dead corpse. You have somebody that you want to go and bury. You are not able to go and bury that person if you don't have to pay your route. It is known. People, you have to pay the various arms who are on the road. So security-wise, the situation is not stable as we may think. It is not like it used to be maybe in 2017 or 19. But people continue to live in fear because you don't know where those boys can come out from anytime. That is why today they still continue to observe ghost town. Why is it that if everything was normal, why is it that people continue to observe ghost towns on Monday? It's to tell you that though nothing is being done on Monday, but there's an internal fear. Now that elections are coming, what guarantee do we have that the electoral process or the electoral campaign will be serene and safe? I cannot guarantee that. So that is why I will not want to affirm that no, you are free to move there freely as if it was normal as you move here in Douala. When you are moving here in Douala, do you have any fear? You don't have. Mais est-ce que ces 2 régions font partie de vos plans, sont sur Definitely. We have plans to go there and sell our political vision. But the problem now is, can we guarantee the insecurity in those regions if we are not accompanied, for example, with law enforcement officers? And even if they are there, are we sure to carry on peacefully? I don't think. So I'm saying that though it is our wish that those 2 regions form part of Cameroon, and then that the government in place should create avenues to permit that the presidential campaign is carried on in those 2 regions freely. But now it is not our wish. We don't have the total command of the situation. They are the ones who are in command of the mastery of the situation. So it is logical that we should employ them, that they should make things easy for us. If they want a serene atmosphere for political parties to go and express or sell their vision, then they should be able to put accompanying measures, like, for example, when they are going to those regions. Even them, when they are going to those regions, they still accompany themselves with armor. Good. So now, are they going to do the same thing for all the other political parties? That is my question. And if the answer is yes, okay, we'll be able to go there and do the campaign. But now, we should not forget that no. Then it becomes impossible. Who will go there to risk his life? It becomes complicated. So my problem now is that we should not only think that is going there and making the campaign. We should also remember that did we work hard for those people to also register? Because we may be going there to beat campaign when people have not been able to register because of the insecurity situation. All along, with the crisis situation, it's not everybody who took the courage to go and register. Not that people have registered, but very few. So we also plead that they should put security measures so that the little few that register were able to sell our political vision, and maybe also put enabling environment for them to come out on that day and vote. Because if you don't secure or guarantee that they will go out on that 12th, which is a Sunday, to vote, then nobody will come out to vote. Encore que dimanche n'est pas un jour ouvrable, donc c'est plus ou moins sûr que les uns et les autres soient disponibles à condition qu'ils aient leur carte. They should put in place sufficient security measures to make sure that the few who have registered in those regions should feel comfortable and safe to go and vote.
Si tu permets, Claude, je veux dire un petit mot à la suite de Metanfou. Mais Richard, même dans l'extrême nord, nous marchons dans l'extrême nord, dans les zones de Boko Haram. Nous marchons. Notre problème, c'est marcher. Ce n'est pas à nous de nous occuper de la sécurité. Mais nous marchons sans militaires, mais on marche. Et il y a Boko Haram. Quand vous entendez Koza, quand vous entendez qu'on est dans le moyen Moscota, on est à 3 km. Quand vous entendez que nous sommes comment on appelle, nous sommes pratiquement à la porte du Tchad. On est avec Boko Haram. But the conflict with Boko Haram is different with the conflict of the Anglophone people. At least with the Boko Haram, you are able to identify an opponent. But with the Northwest problem Boko is that Haram, you identify your opponent. Of course, I mean, even the way physically. Excuse me, it's very confused. Il pose le problème du contexte. Est-ce que le contexte est le même, la situation aussi? C'est plutôt l'environnement qui n'est pas le même. Mais il faut comprendre que ce soit dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, que ce soit dans l'extrême Nord, So le in Nord, the insecurity, you will be there. Non, la conséquence, comment dire, la cause de tout ça, c'est la misère, c'est la pauvreté des jeunes, parce qu'ils recrutent tout cela, que ce soit ce que Youth appelle aujourd'hui le banditisme, c'est parce que les jeunes n'ont pas à faire. Les jeunes ont faim et facilement, donc, cette secte, disons-le, qui vient d'ailleurs, comme on le dit, Boko Haram, recrute facilement dans les milieux parce que les gens sont affamés. Et ça fait de gros dégâts. Donc il faudrait donc qu'on comprenne, et c'est ce que nous disons, que la pauvreté des jeunes, le chômage des jeunes, cesse d'être seulement un problème de création d'emplois qui dépasse le gouvernement de Cameroun, mais que ça devient une priorité nationale. Il faut inscrire ça comme nous le faisons dans nos programmes. Et vous comprenez pourquoi nous avons des difficultés avec certes la plupart des partis, parce que nous le disons bien, nous avons un certain nombre de choses qui ne peuvent, tout cela ne peut être résolu qu'avec le fédéralisme. Merci, monsieur Nguidjol. Elie Tiembiab, des partis politiques comme le PCRN sont sur la réserve en ce moment. La condition de la tenue d'une campagne électorale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est que l'État ou les forces de défense et de sécurité assurent plus ou moins la sécurité des partis politiques et de leurs militants. Est-ce que craindre des représailles dans des régions comme celle-là, c'est manquer le coup, perdre peut-être un électorat fort, même si on est d'accord que dans ces régions-là, on a enregistré beaucoup de déplacements internes. Il y a beaucoup de Camerounais aussi qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est vrai. La responsabilité des hommes politiques d'aujourd'hui avait été plus... Moi, je suis un peu en train d'aller un peu en arrière depuis l'époque où nous avons gagné Bakassi. Tout à l'heure, mon copanéliste disait que dans ces régions, nous voyons beaucoup plus les Maliens, les Nigérians et autres venir s'implanter. Je crois que c'est de notre responsabilité, hommes politiques, d'essayer de trouver des solutions à ce que nous puissions repeupler ces zones et intéresser nos populations locales là-bas à la chose politique. Parce que de plus en plus, certaines personnes cachées dans l'ombre prétendent à ceux-là, à nos populations, pour leur faire comprendre que quoi que vous fassiez, le dé est déjà travaillé de côté, vous ne pouvez pas changer la finalité. Nous devons donc prouver à nos populations que nous pouvons faire mieux et avoir une vision, avoir un chantier Cameroun. Parce que beaucoup vont dans des postes politiques, c'est pour se faire du beurre. Donc si nous réussissons donc à convaincre la population, à s'intéresser à la chose politique et avoir pour mission de développer notre Cameroun et ne pas toujours chercher l'intérêt personnel, mais chercher l'intérêt collectif, je pense que nous pouvons faire grandes choses parce que ces populations en attendent qu'un leader capable d'aller sur le terrain et faire quelque chose. Mais lorsque nous nous cachons pour dire « Ah ben voilà, il y a l'insécurité, nous ne pouvons pas faire... » Voilà, nous soutenons donc ceux qui sont les sécessionnistes qui disent comme quoi que, jusqu'à preuve de contraire, ils n'accepteront pas qu'il y ait élection dans cette zone. Je crois que nous avons fauté dès le départ en laissant prospérer certaines idées qui encouragent les gens à se délaisser de la chose politique. Donc à partir du moment où cela est ancré dans le peuple, c'est maintenant à nous, hommes politiques, petit à petit, de leur faire comprendre que non, vraiment, oui, 2018 c'était ça, 1992 ça a été comme vous pensez, mais cette fois-ci, les choses peuvent basculer à tout moment. Qui vous dit par exemple que le président Biya, lui, à la dernière minute, peut dire, ok, je me retire, vous allez compétir, on va donc, pour vous montrer que c'est lui qui maîtrise le jeu. Je crois que quelque part, tout est permis jusqu'à aujourd'hui. Il peut arriver même...
Vous savez, il aura l'occasion de réagir. Il voit lui son Dieu éternel. Le président Biya a reçu un Cameroun en paix. Et je crois que c'est d'un grand intérêt pour le président Biya de laisser aussi un Cameroun en paix. Et il a dit, il est celui qui est venu avec la démocratie. Il aimerait qu'après lui, qu'on dise que c'est lui qui est venu à la démocratie. Malheureusement, la démocratie et le progrès. Et la démocratie camerounaise, il y a certains Camerounais qui interprètent mal la démocratie. Ils voudraient amener l'anarchie dans la démocratie. Je pense que nous devons respecter d'abord les aînés, respecter ce que nous avons trouvé, ceux qui ont déjà travaillé, et essayer de bénéficier de leur expérience. Parce que chacun, dans sa tête, a fabriqué son modèle de démocratie. Mais nous devons nous mettre ensemble pour dire, OK, qu'est-ce que nous voulons faire du Cameroun, vers où nous voulons aller, et penser beaucoup plus au développement économique du Cameroun. Parce que lorsque nous pensons toujours que nous serons des éternels consommateurs, jamais nous ne pourrons redresser ce pays. Parce que beaucoup aiment toujours importer. Personne ne voudrait produire localement. Pensons que c'est quand nous allons pouvoir avoir une souveraineté économique et une stabilité économique que nous pouvons développer ce pays. Et le modernisme ne veut pas dire forcément économie. Nous avons des solutions pour que nos populations puissent se sentir chez elles, pouvoir avoir de l'électricité, de l'eau, les routes, la santé à bon prix. Et je crois que ce n'est que par là que les populations de nos eaux vont se considérer vraiment comme des populations du Cameroun. Avant de faire en sorte qu'elles se considèrent comme des populations du Cameroun, il faut arriver à les convaincre, aller à leur rencontre. Puisque la campagne électorale s'annonce avant la tenue du scrutin le 12 octobre prochain. Jean-Claude Yude, vous disiez tout à l'heure qu'au RDPC, c'est sans débat, sans discussion. Vous êtes sûr que la campagne là-bas va se tenir sans incident? Mais quel est le langage que vous adopterez pour vous adresser à ces Camerounais-là? On a des Camerounais qui, pour la plupart, n'arrivent plus à dormir sereinement, des Camerounais dont le train de vie est de plus en plus difficile compte tenu de la situation sécuritaire, des Camerounais qui ont perdu leur maison, les membres de leur famille, ainsi de suite. Vous irez là-bas facilement, selon vos propos, mais pour leur dire quoi? C'est Maître Tanfou qui ne sait pas comment il va parler avec ses concitoyens là-bas. C'est pour cela qu'en réalité, il est déjà en train de dire à son candidat Cabral Libi que n'attends rien de moi là-bas vraiment. Parce que je ne sais même pas comment je vais parler avec ces gars. Tant que la police et la gendarmerie ne... Mais il pose un problème fondamental, celui de la sécurité. Ah ben, je vous dis, vous connaissez un pays où il y a un agent des forces de l'ordre derrière chaque citoyen? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça voudrait dire que la sécurité se fait avec les citoyens. C'est les citoyens qui créent aussi l'insécurité. Mais ce sont les citoyens qui créent aussi le cadre sécuritaire. Mais quelle garantie que les forces de défense et de sécurité seront mises à la disposition des partis politiques pour encadrer ou alors pour les accompagner lors de leur campagne électorale? C'est ça le problème posé par Barista Tamfou. Les sécurité feront toujours leur travail. Rappelons-nous que si nous avons l'intégrité territoriale aujourd'hui, ça ne s'est pas décrété, c'est parce qu'en réalité, les forces de maintien de l'ordre, de défense et de sécurité ont fait leur travail. Et Dieu seul sait que ce ne sont pas les défis sécuritaires qui ont manqué pour pouvoir entamer cette intégrité territoriale. Maintenant, nous disons ceci. Maître Tanfou qui nous parle là, lorsqu'il y a des deuils là-bas, est-ce qu'il n'y a pas de deuils là-bas? On n'entend pas les... Non, on paye. On paye la route. Tu payes l'armée, tu payes les sécessionnistes pour aller enterrer. Maître Tanfou, ils savent exactement comment faire pour organiser les deuils, les veillées, les anniversaires, les ceci. Ça voulait dire aussi qu'on sait aussi comment aller au vote. On sait aussi, je vous rappelle que à la période du pic de la crise, effectivement, les engins bulldozers et tout du génie civil qui allaient pour entretenir les routes étaient brûlés. Aujourd'hui, ce sont les mêmes populations qui veillent sur ces engins, disant, mais vous êtes devenus fous, cette route est la nôtre. C'est nous qui avons besoin de la route. Et après, ils vont venir d'inaugurer du côté du nord-ouest une route bien bitumée. Mais comment cette route a été faite? Ce n'est pas parce qu'on a mis un militaire à chaque mètre carré. Non, c'est pas cela. C'est parce qu'en réalité, Maître Tanfou, lui, ne sait pas comment on cause aux populations du sud-ouest et du nord-ouest.
Bamenda, tu prenais la route, tu arrives Ndop, tu partais en Kambé. Aujourd'hui, cette route-là ne passe pas. Pour aller en Kambé, tu quittes ici, tu prends Douala, Bafoussam, tu passes par Magba. Pourquoi on ne part pas sur la ligne? Parce qu'il y a de l'insécurité. Ça ne passe pas. Tu ne peux plus passer, tu ne peux plus faire Bamenda, Ndop, Kumbo, Ndou, Kambé. Ça ne passe pas. Il faut passer par Magba. C'est là-bas qu'on utilise. Maître Tafou. Oui. Il y en a qui contournent même parce qu'ils veulent tout simplement une route qui circule très bien. Je vous parle. Jean-Claude Liu, n'êtes-vous pas en train de banaliser la situation sécuritaire de ces régions? Ce que je suis en train de vouloir dire peut paraître vraiment très simple, mais c'est aussi très profond. En matière électorale, il faut savoir d'abord identifier l'électeur. Deuxièmement, convaincre l'électeur, c'est-à-dire présenter son projet de société, savoir parler à l'électeur. Ce que le RDPC sait faire, c'est cela. Cette campagne de proximité, nos concitoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous savons les parler. Et nous avons un message que nous allons adresser à nos concitoyens. Mais il faudra surtout présenter le bilan du RDPC. Ah ben, le bilan du RDPC est connu. Lorsque M. Guidjolgan, lui, il est pressé, il voudrait que le président de la République, son excellence, M. Paul Biya, commence à battre campagne tout de suite. Pourtant, la campagne officielle n'a pas encore démarré et tout. Apparemment, ils ont des fourmillements dans les jambes. On les comprend, c'est la précipitation. Le moment venu, ils auront le plan du déroulé du programme de campagne du candidat du Rassemblement démocratique peuple camerounais, son excellence M. Paul Biya. Est-ce que pour cette élection, au moins, le président de la République lui-même sera sur le terrain, à Bamenda. Notamment à Bamenda, comme était sur le terrain. Il n'a jamais gagné aucune élection sans avoir fait le terrain. Je vous mets à défi. Lui-même a été sur le terrain où il s'est fait représenter. Il a toujours été sur le terrain. Vous connaissez une campagne où il ne s'est pas déplacé, où il n'a pas effectué de déplacement? Par contre, vous imaginez à quoi servent les lieutenants? Ah ben, voilà, par exemple, je souhaite beaucoup de courage à l'honorable Guidjolgan de trouver les 90 000 militants qu'ils sont en train de rechercher. Pas des militants. Des agents électoraux. Mais ces agents, ce sont des militants que vous devez d'abord convertir parce qu'ils doivent être pour votre cause. S'ils ne sont pas acquis à votre cause, vous allez les contrôler comment? Ça va se passer comment? Il faut avoir les 90 000 militants. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que depuis en plusieurs années d'existence, vous n'avez jamais atteint même d'abord ce score de 90 000 militants. Aujourd'hui, vous êtes sûr que du jour au lendemain, en 2 semaines, vous allez avoir 90 000 militants. Beaucoup de courage. Mais nous disons ceci. Le président de la République a toujours fait le terrain à chaque campagne. Et je vous mets à défi. Vous connaissez. Bon, maintenant, lorsque on fait du populisme, à nous dire 30 000 barils vont être raffinés à travers la nouvelle raffinerie, c'est une bonne chose. Pourquoi? Ça voudrait dire que quoi? Gouverner, c'est aussi prévoir. Alors, dans la prévision, la capacité de production du brut camerounais va évoluer. Est-ce que nous allons rester uniquement avec une seule raffinerie? Le Nigeria, c'est 2 millions de barils, c'est près de 5 raffineries. Est-ce que ce sont des éléments que vous allez brandir à la population? Du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, et c'était d'ailleurs ma question, Jean-Claude Youth, par quels moyens, avec quels éléments vous allez convaincre ces Camerounais-là? Vous dites que vous avez la garantie à 100% que vous allez mener votre campagne électorale sans incident, mais comment allez-vous convaincre ces Camerounais qui dorment à la belle étoile, qui n'arrivent pas à manger, qui ont perdu les membres de leur famille du fait de la crise sociopolitique? Mais la première des choses est d'abord qu'il faudrait que les uns et les autres qui ont pris les armes renoncent aux armes. Les uns et les autres qui ont créé le cadre insécuritaire puissent renoncer parce que, en réalité, l'armée est juste là. Première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on vous parle d'une politique nationale, et effectivement, l'élection présidentielle est une élection d'ordre national. Aujourd'hui, si nous importons des produits dérivés du pétrole, c'est parce qu'en réalité, nous avons une carence.
Et on ne positionne pas des raffineries à n'importe où, puisqu'il faudrait que ces raffineries puissent être approvisionnées en brut. Et la meilleure façon de pouvoir approvisionner les raffineries, c'est peut-être à travers les tankers, à travers des ports pétroliers et ainsi de suite. Mais quel est l'avantage? Lorsque vous avez une bonne politique où vous raffinez votre propre brut, ça voudrait dire que vous avez la capacité à internaliser les coûts, à les réduire. Alors, au niveau de Bamenda, au niveau du sud-ouest et tout, le coût de la vie est lié à quoi? C'est aussi par rapport au coût du transport. Il y a bel et bien beaucoup de marchandises, beaucoup de produits, mais qui ont besoin d'être écoulés, qui ont besoin d'être sortis des bassins agricoles. Mais pour le faire, si le coût du transport est des moindres, parce que le carburant va arriver à un certain stade, ça voudrait dire que l'homme du renouveau aura apporté un plus pour ces populations. C'est faux. Votre débat est un peu trop scientifique. Votre argument est un peu trop scientifique. Les autres sont en train d'imaginer que... Bon, j'ai écouté religieusement les autres. Oui, mais si je peux chuter. S'il vous plaît. Oui, si je peux chuter. Votre argumentaire est un peu trop scientifique. Parce qu'on parle du déploiement sur le terrain et du discours qui sera tenu. Vous permettez... Comment vous voulez que nous vous donnons exactement, à l'heure où nous parlons, les éléments de langage qui vont être déployés à partir du 27 septembre? Ils ne sont pas prêts? Non. Attendez, nous sommes quand même en campagne. Il y a de la veille politique. On ne déploie pas, on ne dit pas tout, là, tout de suite. Mais le RDPC est un vieux parti et ce ne sera pas sa première élection. Chaque élection a sa particularité. Et c'est pour cela que nous, à chaque élection, nous apportons une spécificité. Je vous regardez uniquement même le texte ou bien les textes organisant la campagne du candidat du RDPC. Nous avons par exemple des commissions spéciales qui viennent d'être mises sur pied. Ça n'existait pas auparavant. Ça voudrait dire qu'il y a une prise en compte des spécificités de chaque région. Et là, j'étais juste en train de vouloir chuter pour dire que les réponses par rapport aux populations du nord-ouest et du sud-ouest on va revenir à vous tout à l'heure. D'abord d'ordre global, parce que c'est sur la base d'une politique globale. On va revenir à vous tout à l'heure. Moïse Guidjol, parmi les réponses que vous proposez aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, votre candidat se donne 100 jours pour mettre fin à la violence dans ces régions-là. Comment en 100 jours arriver à mettre fin à un conflit quand on n'a pas pu le résoudre pendant environ 9 ans? Dites à M. Yout que même si on met le prix du litre du carburant à 100 francs, tant qu'il n'y a pas la route pour arriver à Ngambé, ça ne servira à rien. Et M. Yout parle ici du nord et du sud-ouest. Il n'y est jamais allé, je suis désolé. Parce qu'il y était allé en écoutant ce que M. Tamfou dit. Comment vous pouvez dire quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Permets que je parle. Moi qui vous parle, non, la population qui nous écoute, moi qui vous parle, j'ai fréquenté à Kumba. Jean-Claude Yout, s'il vous plaît, prenez des notes, vous aurez l'occasion de réagir. Quand tu fréquentais à Kumba, est-ce qu'il connaît Government Balingua Secondary School of Kumba, qui est devenu Government Balingua High School of Kumba? Jean-Claude Yout, s'il vous plaît, on ne va pas créer le désordre. Prenez des notes. Quand tu fréquentais à Kumba, Jean-Claude Yout, prenez des notes, s'il vous plaît, vous aurez le temps de réagir. À Kumba, c'est quand M. Biya a hérité d'un pays en paix. Amadou Aïdji part le 4 novembre 1982 et dit « Je vous laisse un pays en paix ». N'est-ce pas, Elie? Je vous laisse un pays en paix. Je vous laisse un pays aux caisses pleines d'argent. Mais aujourd'hui, ce Cameroun dont M. Biya a hérité n'est plus le même. Parce que M. Biya et vous, je ne dis pas toi, tu comprends ce que je dis, vous avez pris tout cet argent, vous en avez fait ce que vous avez fait. Donc, le problème, c'est que l'autocratie qui nous gère à Yaoundé et qui a ses relais comme les Youth, ici sur ce plateau, non, c'est trop de je ne sais pas quoi. Ils sont hautains. Monsieur Youth, tu ne peux pas te réjouir de ce que tes concitoyens du nord au sud-ouest aient quitté leur village. Parce que vous, le régime en place, vous avez créé un problème de crise là-bas. C'est vous qui avez créé ce problème d'insécurité. Et vous l'entretenez à des fins politiques jusqu'à aujourd'hui. Et qu'ils vivent chez toi dans ton village. Et qu'ils dorment par terre. Et qu'ils soient réduits à travailler dans la chambre, à chercher à commander la terre, alors qu'ils ont abandonné leur plantation. Voilà le problème. C'est ça. C'est le problème. Et ils veulent rentrer chez eux. Ils ont le droit de rentrer chez eux.
Et c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous devez créer des conditions pour qu'ils rentrent chez eux. Des conditions de sécurité, que cette armée-là crée des conditions pour que ces concitoyens rentrent chez eux. Madame, je suis en train de répondre à votre question. Il faut qu'ils rentrent chez eux, vivre en paix. On est digne que parce qu'on est chez soi. Ils ont perdu leur dignité. C'est le même problème. Non, c'est un discours. Jean-Claude, je vais vous donner une minute pour réagir dans un instant. Chez vous, c'est la même situation qu'on crée dans le Grand Nord, où tous les jeunes enfants du Grand Nord se retrouvent à Douala en train de faire la moto quand ils peuvent. À Yaoundé, partout. C'est vous qui créez cette situation. Parce qu'on m'a laissé des entreprises, d'État, des sociétés d'État, dans tout le Cameroun, où des gens pouvaient travailler, que vous êtes venus détruire, fermer pour la plupart, et vous n'arrivez pas à en ouvrir d'autres. Ça, c'est le problème que nous avons. Et il faut que vous le compreniez. Et il faut que, jeune que tu es, que tu arrêtes de venir sur le plateau pour parler comme tu parles à tes jeunes concitoyens. Ce n'est pas normal. Je dis, il faut le dire. Alors, M. Biya, à l'heure actuelle, ne peut pas, parce qu'on n'attend pas M. Biya seulement en période de campagne. Nous voyons des chefs d'État. Dès qu'il y a une inondation quelque part, une catastrophe, nous voyons le chef d'État. J'ai vu M. Biya venir au marché central. Alors, Premier ministre, je l'ai vu en 81, venir inaugurer ce marché. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Tu sais, j'étais à deux pattes là. Aujourd'hui, M. Biya n'est plus ce Biya de 81. Non, ce n'est plus le même. Et M. Biya aujourd'hui ne peut pas. M. Biya ne peut pas faire le tour. M. Guizot, s'il vous plaît, on va lui donner une minute pour réagir et puis vous allez revenir sur les 100 jours. Moi, je veux chuter. Il n'a pas une minute à prendre par rapport à ça. 30 secondes. Permettons qu'il réagisse. Ou bien c'est moi qui ai mon temps de parole. Permettons. Elle voulait mettre de l'ordre. Je vais combler le vide. Il est évident que les attributions du Premier ministre sont différentes des attributions du Président de la République. La preuve, nous avons eu dernièrement le Premier ministre qui est venu poser la première pierre pour l'extension du port de Douala-Bonabéry et ainsi de suite. En fonction du Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre est le Président de la République? Apparemment, au SDF, ils confondent. Ils ne savent pas la fonction du Premier ministre, la fonction du Président de la République. Et c'est pour ça que maintenant, il est en train d'attendre que ce Premier ministre, le Président de la République, qui vient au marché de la gauche. On vous a compris, Jean-Claude. Monsieur Yout, vous êtes peut-être trop attaché à ces honneurs, ces parades que vous aimez alors que les gens ont faim. Nous disons que nous voulons résoudre le problème. Nous n'avons pas de miracle. Je vous dis, il n'y a aucun miracle. Mais qu'allez-vous faire donc en 100 jours? En 100 jours, dès que nous sommes là, tout l'argent sort de Yaoundé et rentre dans les communes. Dès que l'argent rentre dans les communes, le problème est résolu. Les communes, l'argent, c'est le problème. Est-ce que ça va ramener ces Camerounais-là dans leur localité? Je dis que le fédéralisme, c'est l'argent. 100 millions ne peuvent pas acheter un Caterpillar pour raser, pour entraîner la route. C'est tout le problème. Le fédéralisme, c'est l'argent. Il faut que cet argent qui a rentre dans les communes. Il vous a dit qu'ils ont 7 départements et 34 communes. C'est ce qu'il dit. 7 divisions dans 34 councils. C'est ça le problème. Les 34 communes, il faut mettre d'argent là-bas. Et dès que cet argent est là-bas, les maires, les populations règlent le problème des populations et nous n'avons plus d'insécurité. Voilà le problème. Les jeunes rentrent chez eux et ils travaillent chez eux et ils sont tranquilles chez eux, ils sont à l'aise. Ils se sentent fiers d'être dans leur patrie, dans leur nation qui est le Cameroun. Ils ne peuvent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez? Pourquoi on ne met pas le statut spécial dans ton village? Pourquoi le statut spécial doit exister ailleurs? Non, il faut arrêter. Mais ça existe déjà. Nous ne voulons pas rentrer. Nous ne voulons plus reconvoquer. Nous ne voulons plus ici remuer le couteau dans la plaie pour te rappeler que quand il y a réunification, on a dit que la Fonds fédérale de l'État ne doit jamais être touchée, n'est-ce pas? C'était ça. Mais alors, il ne faut pas. On ne peut pas revenir là-bas. Et d'ailleurs, en 100 jours, pour mettre fin à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous comptez rétablir la confiance et la paix, libérer, cela passe par la libération conditionnelle des prisonniers liés à la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cela passe par un dialogue inclusif, médiation impartiale. Cela passe aussi par la formation d'une police de proximité pour remplacer l'intervention militaire. Il n'y a pas de miracle. Vous l'avez dit. Nous n'avons pas de miracle. Et c'est ce que nous disons au peuple camerounais. Et que Yout et j'ai failli dire ses amis, que cette autocratie de Yaoundé ne veut pas que nous ayons le temps de dire. C'est pour cela qu'on nous empêche de faire des meetings. On nous empêche de nous regrouper. Nous sommes en train de faire le tour du Cameroun. Nous sommes à près de 32 meetings interdits. 32 meetings interdits.
Nous ne voulons pas faire comme les autres, appeler les Camerounais dans la rue. Non, on demande aux Camerounais d'être patients. Nous irons en campagne, nous le sommes déjà, M. Yout. Merci, nous Moïse. Nous le sommes déjà et nous vous disons d'être prêts. On parle de fédéralisme dans le SDF, on parle aussi de fédéralisme dans le PCRN, de fédéralisme communautaire précisément. Comment, sur la base de cette notion qui vient de votre président national, de votre candidat du PCRN, Cabral Libi, vous allez arriver à résoudre un problème aussi crucial que celui de la crise anglophone? You see, when you talked about federalism, it's simply permitting the population or the community to do things on their own. That's bringing power closer to them. If we go by that form of structure or form of a state, you will see that the security situation can be handled at the level of the various regions, for example. You will see that you will not need to wait for a decision in Yaoundé to enable you arrange your route or have electricity. You will see that the communities will be empowered to do certain things. But with the present administrative structure, where we try to say they are trying to implement decentralization, but everything is still being decided in Yaoundé. So with the communal federalism, we are gearing towards empowering the communities. We believe that it's only a well-organized community that can be able to develop its region, for example. You agree with me that if we had to implement, for example, federal communism, you will see that we don't need to be waiting for Yaoundé. We don't need money to be coming from Yaoundé. The local resources that we have, we decide on how to, and that was what was being done at first. We had developmental organs in the Northwest and Southwest that were able to maybe handle the water supply, handle, for example, electricity, but with the advent of the unitary state and the republican structures with the field decentralization, everything has been centralized to Yaoundé. We only expect the president to come and do something. We cannot continue to function with that. If this system has to be put in place, you will see that little grievances like what started with the Anglophone crisis, the local authorities will immediately give a listening ear to the population. What are you crying for? And it's going to be attained gradually. We will not have to be waiting for somebody at the central government to come and give us solutions. So, to me, the best form of governance of this country is a federal system, which I believe that will be more productive than what we have today, because today we are under a unitary centralized state. That is the system we are having today, but which is not working. We prefer it to be a federated system, now giving more powers to the communities. Because the way we are structured, you will see that even the administrative division of the country, you still see some kind of mixtures which are still not coherent. So we have tried to see how to bring maybe the divisions that we have today, we group the various communities so that at least I think with Cameroon, we don't have issues of living together. What we have is how do we eat together. So if people are put together to eat, we have no problem. But yeah, we're having all the problems when we have to wait for Yaoundé to decide. We need this to wait for Yaoundé. That is where the problem is. For example, today we are talking about the security situation. You see that all of us have to wait for Yaoundé to put in a conducive security measures. Whereas if, for example, Northwest had its own police, we'll not be waiting for Yaoundé. That is just an example. Southwest had its own police, will be able to handle our security challenges without waiting for Yaoundé. So that is the form of system that we want. Donc l'idée est de rendre les communes autonomes. Yes. Au-delà de ça, le candidat du PCRN propose un référendum constitutionnel pour rétablir l'équilibre politique et prévenir d'éventuels conflits. Cela passe par la tenue de dialogue. Definitely. If you want to govern people, you don't come and impose. You have to permit the people to express what they want, the kind of government they want. For example, in trying to resolve the Anglophone crisis, for example, you will not just come and say, okay, I'm imposing a federal state, because you have people who have a unitary mindset. You have those who have a separatist mindset. You have those who have a federalist mindset. So for you to be able to know where the balance is weighing, is for you to organize a referendum, for example. And when you do that, if the balance at the end of the day falls on a federalist system, then it carries the day. And now you will be able now to put those who were for unitary or separatists to tell them that no, this is the best system that can be put in place, and this is what we put on the table. But
when you have a system that completely blocks everybody and refuses to dialogue, decide to impose its own measures, its own mechanism, then how do you think the crisis could be resolved? The crisis could not be resolved. Even what happened in 2019 as major national dialogue, it should not have just ended at that. We could still have, in 2020, we could still have another dialogue, and successively, so that of today, when we are entering a presidential election like this, I should be free to go to Bamenda, for example, without any problem. I should be free to go to Nkambe without any problem. But today, as I told you, you cannot travel as it used to be, because before the crisis, that is how it used to be. You take your car from here, you are in Bamenda, you take from Bamenda, you go to Nkambe. But today, you have to pass through Bafoussam, Magba, and on certain days, on Monday, you cannot travel. And you want to tell me that the security situation is under control. It is not under control. So just to tell you that we are still living in insecurity. And as the presidential elections are in view, it will be fair play for the government in place to make sure that they also put available security measures for the other political parties, because what they have been doing in 2018 is that since they are the one having the military and everything, they just decide to go there, organize themselves, they go there and they talk to a few, and they give them the votes that they want, and they say elections were good. Same thing that happened in 2020, where people did not vote. They took almost all the seats in the Northwest and Southwest. So now this is a national election, which is a presidential election. We expect that permit us also to go to those regions and sell our political vision. Because if they don't do, I don't see how secured we'll be to sell the vision. La solution, la proposition du PCRN Nelly Tiembab, c'est la tenue, entre autres, de dialogues nationaux, un peu comme le grand dialogue national qu'on a eu. On imagine que ça ne peut être une solution immédiate parce qu'on est à 2 mois de l'élection présidentielle et il faut bien que le scrutin se passe dans de bonnes conditions. Quelles sont, selon vous, les mesures à mettre en place à quelques mois de l'élection présidentielle pour garantir justement une élection dans le calme, qui garantisse aussi la sécurité des uns et des autres? On doit multiplier les bureaux de vote, les installer dans des points plus ou moins sécures en ce moment. On dit chez moi à Bomono qu'on ne nourrit pas le poulet qu'on veut vendre le jus du marché. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que nous devons chercher des solutions pour une élection qui se passe dans moins de 2 mois. Je crois que dès que cette élection passe, le lendemain, tous les hommes politiques devraient essayer de se retrouver, ne pas attendre quand il y a une élection, avant qu'on entende qu'il y a eu une rencontre à Fumban, il y a eu une rencontre à Yaoundé, il y a eu ceci. Nous devons, dès qu'il y a une élection, se dire que le lendemain, on peut convoquer une autre élection, où un régime peut arriver à chuter et on réorganise les élections en trouvant des solutions. Nous proposons à l'Union des peuples solidaires qu'on ait une sorte de consultation et non pas une sorte de référendum. C'est-à-dire qu'on va dans chaque localité, parce que chaque localité camerounaise a une spécificité. Comme tout à l'heure, nous parlions de nos frères d'expression anglaise. Peut-être chez eux, c'est le indirect role, et chez l'autre, c'est du direct role. Alors, vous devez trouver un conciliabule qui va fabriquer une nation camerounaise. Ne pas penser que nous pouvons importer un modèle de pays, un modèle de gouvernance de l'extérieur et imposer aux Camerounais. Donc, nous devons trouver comment, dans chaque région, par exemple, dans une région, on va vous dire, chez nous, on ne peut pas manger la tortue. Vous ne viendrez pas là-bas imposer ça. Dans une autre localité à l'ouest, on va vous dire, jamais la femme ne peut nous commander. Une femme, vous allez prendre une femme qui est préfet pour mettre là où elle va traiter avec le chef. Vous voyez que c'est déjà un conflit. Nous devons donc trouver des solutions pour que nous puissions cheminer ce Cameroun vers des lendemains meilleurs. Mais ça, ce sont des solutions sur le long terme, des solutions immédiates. Sur lesquelles? Si nous voulons tout de suite, même Paris ne s'est pas construit en un jour. Si nous voulons tout de suite, oui, on peut peut-être proposer que les hommes politiques essayent de faire taire leur ego. Parce que ce qui nous tue très souvent, chacun dit, si ce n'est pas moi, personne ne passe. L'autre va vous dire, non, c'est moi la mer, vous êtes des rivières, vous devez vous soumettre, c'est moi qui décide. Je pense que chaque Camerounais, et on dit souvent en Douala qu'une seule main ne fait pas le paquet. Vous ne pouvez pas penser que parce que nous avons déjà l'armée, parce que nous avons ceci, nous vous dominons. Nous devons chercher l'intérêt de la nation, la patrie, la nation camerounaise qui devrait être la priorité pour nous. Essayer donc de mettre les gens ensemble et essayer d'oublier les chapelles politiques. Tout à l'heure, le camarade du SDF disait que le camarade du RDPC, c'est son neveu. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, à cause des chapelles politiques,
nous arrivons à nous étriper sur les plateaux. Mais ils ne sont pas alors en que c'est conflit la en même même famille. temps. Oui, mais alors idéologiquement, lui, il est dans un parti de droite, lui, il est dans un parti de gauche. Donc lui, il est plus proche de moi. Mais après l'émission, ils vont se retrouver. Voilà, c'est pour ça que nous devons essayer de faire à ce que la nation camerounaise soit ce qui prime. Oublions nos chapeaux politiques. Mettons-nous ensemble, associons nos idées pour construire ce pays. Parce que le Cameroun est en construction. Le Cameroun est un vaste chantier où nous tous, nous avons intérêt à se mettre ensemble et apporter des idées positives pour trouver des solutions, par exemple pour l'eau, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, dans le domaine des routes. Nous ne devons pas toujours chercher à calquer les idées qui viennent d'ailleurs, parce que ça ne marche pas avec notre pays. Nous pouvons tricher d'autres choses. Par exemple, les routes que nous avons dans les zones marécageuses, pendant longtemps, nous avons pensé qu'il faut toujours rembler. Mais j'ai vu, par exemple, en Chine, où on suspend les routes. C'est-à-dire, on fait des pieux, l'eau a la possibilité de passer en dessous, et on fait passer la route au-dessus de ces pieux. C'est des idées que nous pouvons apporter ici. Alors, pendant des années, nous avons pensé qu'il faudrait rembler. Et quand vous remblez, pendant ce temps, ça devient de la boue et ça s'enfonce. Donc, nous ne pouvons pas barrer la route à de l'eau. Nous pouvons penser que nous ne pouvons pas barrer aussi la route au développement et essayer de tricher ce qui se fait mieux ailleurs. Ce qui se fait mieux ailleurs peut être triché au Cameroun. Un artiste nous a dit il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Il nous reste 10 minutes pour sortir. 2 minutes et demie chacun pour le mot de fin. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. Jean-Claude Youth, le président de la République, Paul Biya, candidat du RDPC en 2018, a obtenu respectivement 81,74% des suffrages dans le nord-ouest, 77,69% dans le sud-ouest. Là, c'était au pic de la crise anglophone. Parce qu'on dit qu'il y a eu élection présidentielle là-bas. Du moment où, entre 2018 et 2025, on a enregistré beaucoup de déplacés internes, et je demandais tout à l'heure à Barista Tamfou, que reste-t-il dans ces régions du pays-là? Vous comptez reproduire le même score, le même taux de participation, le même nombre de suffrages? Avec quelle stratégie? Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et le nombre d'inscrits même sur la liste électorale a évolué. Vous vous souvenez que nous étions à 7 millions d'inscrits. Nous sommes aujourd'hui à 8 millions d'inscrits. Donc, ce que vous et ça reste une estimation parce qu'on attend les chiffres de l'élection Cameroun. Oui, le toilettage est en cours. Oui, le toilettage est en cours, mais c'est eux d'abord qui ont publié que nous avons plus de 8 millions d'inscrits aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu autre chose encore. Il y a eu un autre phénomène inverse. Les déplacés internes sont rentrés, certains sont rentrés pour la plupart aussi chez eux. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que les uns et les autres veulent nous dire, il y a des retours sur le terrain. Il y a des populations qui sont rentrées, qui ont recommencé à vaquer à leurs occupations. Sérieusement? Oui, sérieusement. Mais que Tamfou sait par exemple que les villages ne sont plus aussi vidés qu'en 2018 aujourd'hui. C'est la vérité. Ils sont rentrés. Et certains continuent encore à rentrer, y compris même ceux qui étaient au Nigeria. Donc, ce qui voudrait dire que c'est le signe même du léger mieux sur le terrain. On ne dit pas que la vague ou bien la phase des terroristes et bandits est totalement maîtrisée, parce qu'en réalité, ils sont fondus dans la masse civile et où vous devriez faire acte de beaucoup de renseignements pour pouvoir les détecter, parce qu'en réalité, ils sont comme tous les concitoyens ordinaires aujourd'hui. Seules les populations savent identifier que voici un Amba Boy et voilà un non-Amba Boy. Et lorsque vous êtes du côté de l'armée, vous ne pouvez pas tirer sur tout le monde comme ça. Donc vous avez besoin d'un niveau de renseignement, mais vous pouvez vous rassurer que la collaboration des populations et le ferme engagement des populations à vouloir éradiquer ou bien à avoir une situation du retour à la normale, et qu'ils sont convaincus, ces populations-là, ils sont convaincus que leurs revendications ont été entendues et prises en compte. Vous pouvez même le remarquer à travers l'ensemble des différentes nominations ou bien de la répartition même en termes de représentativité. C'est très important. Le RDPC lui parlera aux électeurs. 10 secondes. Donc, je voulais tout simplement dire que chaque fois où je suis les représentants du PCRN qui veulent parler du fédéralisme communautaire, à chaque fois où j'ai eu
un interlocuteur en face, j'ai eu une version différente. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez constaté que la version que Maître Tanfo vous a dit aujourd'hui n'est pas la version que les autres ont souvent donnée. Parce qu'en réalité, dans cette affaire de leur fédéralisme communautaire, il nous parle d'abord d'homogénéité. C'est comme s'il chasse d'abord tout le reste et ensuite il reste seulement avec une entité homogène communautaire. Merci. Et je voulais merci Jean-Claude Youd, votre temps est écoulé. Monsieur Guidjol qui dit qu'ils vont parler tout le budget. Le SDF, notamment le candidat Joshua aussi, a eu 3,36% lors de la dernière élection présidentielle. Ça, c'est en misant sur le Nord-Ouest. Le taux de participation dans le Nord-Ouest est resté faible et on souhaite que pour cette élection, que le taux grimpe. Mais les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, telles que vous le disiez tout à l'heure, c'est acquis, hein, parce que c'est le fief, c'est la base du Social Democratic Front. Et c'est-à-dire que pour cette élection, il n'y aura plus aucun effort à faire. Vous avez donné un certain pourcentage. C'est une décision, je ne sais pas si j'ai la bonne expression, novariétou, prononcée par le Conseil constitutionnel. Et nous sommes pliés à cela. Mais la réalité n'est pas ça. Il y a plus de 600 000 Camerounais inscrits qui n'ont pas pu exercer leur devoir citoyen en 2020, par exemple, et même en 2018. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous avons une identité. Je l'ai dit, nous sommes fédéralistes. Et vous avez vu au plus fort de la crise de Boko Haram, on a vu un seul élu sur le front. C'était Joshua aussi, qui allait sur le front de Boko Haram. Lui seul. Et aujourd'hui, dans le nord du sud-ouest, s'il y a un qui sillonne partout, c'est Joshua aussi. Il va parce qu'il est élu et il veut être l'élu suprême. Il doit toucher du doigt les réalités. Le SDF a 35 ans. Le SDF ne commence pas hier. Le SDF a la maturité qu'il faut. Et aujourd'hui, je l'ai dit, Joshua aussi, et depuis l'âge de 20 ans, aujourd'hui il en a 57, ça fait 37 ans, il est à côté de nos pères fondateurs parce qu'il était là quand on écrivait les textes du parti. Donc il n'apprend pas, il n'a pas plus grand chose à apprendre. Donc pour nous, le SDF, nous allons à cette élection, je le dis encore, c'est pour la gagner. Et nous sommes sûrs que nous allons la gagner. Je me réjouis peut-être que sur le plateau, j'entends des Camerounais dire que nous sommes un parti de gauche. Et nous le sommes. Nous avons un front de gauche qui reste ouvert, et nous attendons que tous les partis de la gauche nous rejoignent. Parce que nous avons le problème, nous avons les solutions aux problèmes des Camerounais. Ni John Fundi n'a pas été écouté parce qu'il a dit power to the people. Les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire. C'est le pouvoir au peuple. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Et après, on a dit Biya Mosgo. C'est plus d'actualité encore aujourd'hui que jamais. S'il n'est pas encore parti, parce que je crois qu'il est déjà parti, il faut qu'il parte. Et il va partir le 12 octobre. Merci. Et nous pensons que ce n'est pas le SDF qui le fait partie. C'est au peuple camerounais, dans sa grande majorité, de prendre son destin en main et de dire que ce système, nous n'en voulons plus. Merci. Pourquoi? Moïse. Je vous 2 minutes, le temps est écoulé. Moi, j'ai pris 2 minutes, il a pris 4 minutes. Non, j'ai chronométré. J'ai chronométré. Parce que je crois que même si vous allez, à Com2, on vous dirait là-bas qu'on n'a pas de route. Ce n'est pas propre au nord-ouest et le PCRN sont sûrs de gagner cette élection présidentielle. Le rendez-vous, c'est le 12 octobre prochain. On parlait de l'actualité de ces 2 régions du pays. Cabral Libi, Aboya, Abamenda, c'est envisagé. C'est prévu pour quand? On sait que le président national du PCRN a à un moment donné fait le tour du Cameroun. On l'a attendu à Abamenda et Aboya, mais il n'y était pas. C'est prévu? Non, bien évidemment, c'est prévu. Tu ne peux pas vouloir prendre les rênes de ce pays sans aller dans ces régions battre campagne. Avec ou sans le dispositif sécuritaire? Nous allons faire avec ces moyens. Parce que nous n'allons pas faire le jeu d'en face. Parce qu'eux, ils veulent à tout prix qu'on ne parte pas là-bas. Mais on va prendre notre courage en main. On va aller dans ces 2 régions pour battre campagne. Et tout ce que moi je veux dire comme mot de fin, c'est que il y a un air ou un vent de désinformation et de dénigrement du candidat Cabral Libi, qui se veut tribaliste même. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens se versent dans ce genre de pratique. Nous sommes dans un jeu électoral et je pense que ça doit être du fair play.
Aujourd'hui, il a fait ses classes en politique et il ne doit pas ça à quelqu'un. Donc aujourd'hui, au lieu de pouvoir proposer quelque chose qui serait plus mieux que ce qu'il propose, on se met dans un bashing de désinformation, de dénigrement. Moi, ça ne nous avance pas. Le Camerounais ou bien le Cameroun en a un seul problème, qui est celui d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et au PCRN, on a un programme politique qu'on veut vendre aux Camerounais pour améliorer les conditions de vie. Qu'on laisse ces coups de bassesse qui n'honorent même pas le Cameroun. Parce que rien ne peut expliquer que vous allez défiler toute une haine à un candidat parce que c'est tout simplement peut-être parce qu'il ne veut pas faire comme vous. Il a travaillé, il a un programme qu'il entend vendre aux Camerounais et il est sûr de lui que les Camerounais vont adhérer. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas nous laisser... Il nous a promis 11 millions d'inscrits. Oui, mais on sommes déjà à 8 000. En tout cas, on est en train de se battre pour... En tout cas, malgré ce que vous dénoncez, le PCRN avance. Pour dire qu'on veut avancer. Elie Tiambiap, le défi pour les candidats lors de la campagne présidentielle qui s'annonce, est-ce que ce serait de faire des descentes à Bamenda et à Buea? Le vrai défi qui s'impose aux candidats aujourd'hui, à mon humble avis, ce serait d'amener les gens à ne pas désister le jour du vote. Parce que nous savons que les dernières élections, il n'y avait que 3 millions, alors qu'on était inscrit à plus de 6 millions. Alors aujourd'hui, où nous sommes à 8 millions, si tout le monde va voter, forcément, on va avoir plus de 3 millions encore qui vont aller au vote. C'est-à-dire les 3 millions qui ont voté la fois passée, plus 3 millions. Donc forcément, on aura une nouvelle majorité. Et je souhaite que, humblement, que ce soit au moins quelqu'un qui a une bonne vision pour le Cameroun, pour achever le travail qui a été fait par les pères fondateurs qui ont bâti cette nation, parce que certains nous font un peu peur avec leur programme. Donc, encourageons les populations à aller voter. Oui, pendant longtemps, nous avons prêché, évangélisé comme certaines religions, de porte en porte même, que allez vous faire inscrire. Mais comment maintenant, le défi qui s'impose donc aux hommes politiques, aux candidats actuels, c'est de convaincre les populations à sortir de leur maison, parce que certains sont en train de donner un faux vent dehors pour dire, bon, comme nous allons pour les élections, nous allons tous perdre. Nous ne devons pas penser que si notre personne... nous ne devons pas penser que notre personne est au-dessus de la nation. La nation est ce qui prime. Faisons tout donc pour que le Cameroun soit notre seule patrie et que c'est le Cameroun qui prospère, c'est le Cameroun qui est notre idéal. Et on va sortir par ces mots. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain à 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon.